l'Afrique a été mal gérée par certaines générations dans certains pays comme le nôtre. Et j'ai le devoir que d'utiliser la force que j'ai, l'intelligence que j'ai, le dynamisme que j'ai, la chance que j'ai. Parce que mine de rien, quitter de Ngouakele et faire tout ce qu'on a fait, il y a une forme de chance qui se dessine aussi souvent pour que les prochaines personnes ne soient pas le fruit de la chance, mais le fruit d'un process qui régénère de meilleures personnes. Aujourd'hui, il n'y a pas un endroit où un jeune peut aller. Il parle à des personnes qui pensent le Cameroun sur 200 ans. C'est-à-dire que quand tu es un jeune Français, tu peux arriver dans des endroits où tu parles à des Français qui pensent la France sur 500 ans et qui n'ont pas de mal à investir sur toi, même si ça ne donne pas de bénéfice, parce qu'ils sont en train de forger un homme qui peut porter toute une nation et un idéal. Aujourd'hui, en tant que Camerounais, on n'a pas ça. En tant que beaucoup de jeunes Africains, on ne l'a pas, parce que des générations justement ont démissionné ou n'ont pas pu. Certains n'ont pas pu, d'autres ont essayé, c'est pas évident. Et je veux laisser ça. Tu vois un peu, c'est-à-dire, quelqu'un va regarder ça, il va dire, oh, tu regardes ça, mais non. La leçon, quand moi j'ai vu comment neiger, moi je regrettais un peu ça parce que j'étais au même point dans ma vie. Tout ce que j'avais dit que j'allais faire ne marchait pas. Et j'étais en train de me dire, mais pourquoi je continue alors que tout le monde peut me ressentir au visage? Que c'est pas toi qui as échoué ici, là. Tu viens encore parler. La conclusion est Naruto, on n'est pas un ninja parce qu'on réussit tout ce qu'on fait, on est un ninja parce que malgré le fait qu'on s'en prend plein la gueule, on continue de faire de notre mieux. Cette phrase de Hashirama Madara, ça a sauvé ma vie. Donc, moi, effectivement, dans les jeux que je fais, je veux offrir ça. On est tous des êtres humains qui se battons tous les jours, mais personne ne se recharge en lisant un bilan comptable. Parce que ce qu'on a réalisé, c'est que la cible qui dépense le plus en Afrique, c'est le jeune adulte africain. Entre 25 et 40 ans, c'est lui qui paye dans les jeux aujourd'hui. Mais il n'y a aucun jeu vidéo qui est fait pour lui. Aucun jeu pour ce qui l'intéresse vraiment. Donc, si tu fais un des premiers jeux, parce que je ne sais pas qu'il en faut un seul, mais si tu fais parmi les premiers jeux qui le touchent, tu vas en train d'imprimer ton argent. Donc là, nous, on a fait des calculs, on est en train de lever $1 million. Le jeu va rapporter 5 millions de dollars de profit selon nos estimations en 3 ans en Afrique. Et on pense même qu'il va rapporter plus. Et ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui deviennent actionnaires ont ce qu'on appelle une option préférentielle sur leurs actions qui n'est valable que dans cette phase de notre croissance. Comment est-ce que tu modélises numériquement les émotions? Comment est-ce que tu te dis, OK, je voudrais qu'à cette partie du jeu, cette personne ou ce joueur puisse exprimer une certaine émotion? Comment est-ce que tu modélises cela? C'est long à expliquer, ça. Ça s'appelle... Je suis Nathan Tioko, étudiant en doctorat en intelligence artificielle à Polytechnique Montréal, sous une bourse d'études totalement financée. J'ai par le passé obtenu également une bourse d'études totalement financée de la Mastercard Foundation dans le cadre de mon master en Data Science à la prestigieuse Institut africain des sciences mathématiques, encore appelé EMS. Mais à côté de ces principales bourses d'études, j'ai également eu une série de bourses d'études pour des écoles d'été, d'aucunes qui m'ont fait voyager pour Johannesburg en Afrique du Sud. Et ceci dit, je ne suis pas un génie, je ne suis pas un premier de la classe, mais grâce à des principes bien précis et à l'aide de Dieu, j'ai pu obtenir ces bourses d'études successivement, bien sûr avec des échecs. Mais le plus important, c'est de comprendre que être premier de la classe n'est pas tout simplement ce qui nous garantit l'obtention des bourses d'études. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, vous comprendrez des témoignages des personnes qui ont obtenu des bourses d'études sans toutefois être des premiers de la classe. Et venant d'un système francophone, pendant mon parcours, j'ai réalisé que nous sommes très limités en termes de connaissances ou d'informations pour tout ce qui est des bourses d'études, notamment parce que ces opportunités se présentent principalement en anglais. Ceci dit, plusieurs personnes dans le système francophone passent à côté de ces opportunités. Dans le désir donc d'aider plusieurs personnes, plusieurs jeunes de ma communauté, principalement francophone et africaine, je suis allé à la rencontre de plusieurs étudiants de partout le monde qui bénéficient des bourses d'études totalement financées, principalement en master et en doctorat. Ceci dit, j'ai rencontré des étudiants de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique et même d'Afrique qui essayent de collecter les expériences qu'ils collectaient, voilà leurs approches, des méthodes qu'ils ou elles ont employées pour obtenir des bourses d'études. J'ai condensé tout cela dans une formation que je vous présente dans la description. Je vous prendrai pas à pas, minutieusement, étape après étape, sur comment obtenir ces bourses d'études-là.
Éventuellement, on verra ensemble comment écrire vos CV, écrire des lettres de motivation, obtenir des lettres de recommandation et des meilleures approches, des meilleurs emails pour contacter des enseignants. Bref, sans plus tarder, je vous laisserai les détails dans la description. D'ici là, bon visionnage. Bonsoir Olivier. Salut El Nathan. Merci pour ta disponibilité. C'est un plaisir et un réel plaisir de t'avoir. C'est clair que, vu ton programme actuel de levée de fonds, de travail par rapport aux jeux vidéo et surtout des partenariats que tu es en train d'isser, c'est pas évident, voilà, de trouver une portion de temps comme ça pour partager. Donc, en quelques mots, j'aimerais que tu te présentes, parce que cet échange principalement vise à partager ton parcours, tes réalités au quotidien autour de ces grands projets que tu es en train de mener. Mais j'apprécierais bien que tu te présentes. C'est clair que tu es quelqu'un qui ne se présente, qu'on ne présente plus, je dirais. J'apprécierais que tu te présentes pour un jeune qui ne te connaît pas, qui n'a pas entendu parler du fameux Olivier Madiba avec Hero Games. Comment est-ce que tu te présenterais aujourd'hui? Oh, fameux, il y a une petite niche de gens qui me connaissent. On n'est pas au niveau d'un grand comme Eto'o, quand même. Donc, je suis Madiba Olivier, Camerounais de presque 40 ans aujourd'hui. Je peux plus dire jeune absolu, même quand il paraît que j'ai toujours une tête jeune. Je suis, on va dire, un des pionniers phares du jeu vidéo africain et camerounais en particulier. Donc, ça m'a pris 20 ans. On a ouvert le premier studio de jeux vidéo au Cameroun. On est ouvert depuis 10 ans. Et on a livré un jeu sur PC qui s'appelait Orion, l'héritage des Coriodan. Vous pouvez voir les personnages ici. Voilà. Et récemment, ce jeu est aussi sorti sur Xbox, ce qui fait de nous le premier jeu d'Afrique noire créé par une équipe en Afrique, parce qu'il y a eu des jeux d'Afrique noire. Il y a eu des jeux d'un Africain. Il y a un Africain qui a sorti un jeu, mais il était en Angleterre, sur console, juste quelques mois avant nous. Mais on est les premiers en Afrique à l'avoir fait. Donc voilà, ça c'est un très bon message pour l'industrie locale et les gens qui voient souvent les conditions locales. Maintenant, nous travaillons sur, voilà, c'est une marque Orion qui est de l'African Fantasy et qui est disponible sur bande dessinée, jeux vidéo, PC, console et mobile. John Isomblabele Jisongkong isi Towara Ambombelonge Ndi Tobiba John Higemur Alama Yingel Isulinyengem Higemur Binam Anyenyenje aye Higemur Anyenye hen komisi uke La nyen jelo yon iye Jelo kena iye Inyu la le Zinda betem Higi nduru Higi mandoruna Higi sam Leike na bis Homa ba sogo sogo Babi yigle bis Laura, lo bignana maligama sulimbo kunde. Ipola we king ezama ningwao. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça fait d'être premier dans un domaine, dans une sphère, particulièrement dans un continent. Bon, au début,
tu es blasé, genre tu es waouh, je suis réussi, je suis le premier. Bon, après tu commences à réaliser que être premier ne veut pas grandir grand-chose au final. Je veux dire, c'est bien pour l'aspect symbolique, mais il faut pas que tu prennes ça pour plus important que ça ne l'est. C'est bien pour une symbolique, pas pour toi, mais pour les autres. Surtout pour, tu n'es pas là pour épater ta compétition avec. Tu es surtout là pour impacter les jeunes qui rêvent de faire la même chose et à qui tu viens de dire c'est possible. Voilà, donc ça donne un gros sentiment de responsabilité et de, voilà, il faudrait donc qu'on continue à prouver que c'était pas juste le fait d'arriver, mais le fait aussi de livrer encore et encore. Tu parles de responsabilité, tu parles également de donner, de passer ce message aux jeunes que c'est possible. Je présume que ça vient avec beaucoup de pression. Et comment est-ce que tu gères cette pression-là au quotidien? Deux choses, la conscience des enjeux et la gratitude. Conscience des enjeux parce que de toute façon, à part réussir, qu'est-ce qu'on a comme choix quand on est noir aujourd'hui? On a, et même réussir pour soi ne suffit pas parce qu'on a un devoir de, je vais le dire, tu vas en résumer, hein, en disant tu auras beau être le plus fort basketteur, chanteur du monde, tant que tu n'auras pas réussi à faire que la communauté noire en tant que groupe représente une force de coercition, tu pourras toujours être menacé. Ce qui fait qu'un ouvrier chinois, par exemple, où qu'il soit, même s'il fait des trucs positifs ou négatifs, mais si on veut l'attaquer, tout le monde a la peur de, si on le touche, il y a 1 milliard de Chinois qui vont être prêts à réagir. Mais qu'ils soient riches ou pas. De même, tout le monde a peur de toucher un juif aujourd'hui parce que tu te dis, même qu'il soit riche ou pas, si tu touches un juif parce que tu as tes problèmes, tu veux faire de l'antisémitisme, ils ont créé une communauté qui fait que tu as toute la force de la machine du lobbying qui va t'affronter. Et en fait, il n'y a aucune autre route aujourd'hui pour une communauté que de créer cette force-là. Les LGBT l'ont fait, par exemple. Après avoir été martyrisés, ils ont créé un lobby fort qui fait que si tu les touchais, tu te retrouvais avec toute une... Donc, il faudrait qu'effectivement, nous, aujourd'hui, en tant que communauté noire, tu as ce truc de que si tu veux pas travailler, que ce soit en tant qu'employé, entrepreneur, dans cette optique-là, parce qu'il s'agit pas de juste réussir seul, qu'est-ce qui te reste? Tu n'as juste qu'un échec ou une mort en différé. Donc oui, ça motive. Quand tu vas abandonner, tu dis, ah, pourquoi je me tape comme ça? Parce que j'ai pas le choix. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait de telle sorte que je peux me reposer et j'aurai juste une vie digne. Non, si je ne fais pas ça, il m'attend d'une manière ou d'une autre une forme d'asservissement ou qui m'intéresse moyen. Donc ça, c'est la partie projection. Maintenant, il y a la gratitude parce que j'en ai parlé, le timing est bon. Je viens de passer littéralement 2 heures avec des stagiaires pour leur expliquer ça. Je suis ce que je suis à cause du sacrifice de beaucoup de gens, des sacrifices de héros connus comme les Lumumba, tout ça qui se sont battus pour qu'un jeune comme moi puisse parler comme ça aujourd'hui et être conscient de son potentiel. Des gens comme Oumyobé qui sont morts pour que je quitte au moins de la colonisation à la néocolonisation, on va dire. Sur mon chemin, j'ai rencontré énormément de personnes qui ne me devaient rien, mais qui m'ont aidé en me disant juste que quand mon tour viendra, je dois aider les autres et autres. Donc, tu te dis, j'ai pas encore remboursé cette dette-là, je dois continuer d'évoluer. Voilà les 2 grosses choses qui me motivent. Mais vois-tu, quelqu'un pourrait dire, c'est une pression que tu t'infliges. Parce que, certes, tu l'as dit quelque part dans tes propos que, ouais, c'est sûr que tu n'as pas nécessairement pour obligation de le faire. Mais quelle serait l'alternative? Quelle serait l'alternative? Est-ce que c'est juste te reposer et comment le dire? Oui, tu n'as pas cette obligation morale de le faire à la fin de la journée parce que si aujourd'hui tu t'arrêtes, on comprendrait que tu as quand même fait quelque chose. Ça fait aujourd'hui 20 ans que tu travailles intensément dans cette sphère-là. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui pour toi te donne... Oui, qu'est-ce qui aujourd'hui pour toi te donne de continuer à persévérer, sachant que tu pourrais t'arrêter et tu n'aurais vraiment pas tort à t'arrêter. Tu aurais établi une certaine base, en tout cas. Tu aurais montré l'exemple. Mais qu'est-ce qui pour toi continue à te donner ces ressources-là, de dire, OK, je vais continuer jusqu'à ce que force me manque? D'accord. C'est aussi une vision parce que
J'ai une mission, tu sais, je suis quelqu'un de très spirituel qui croit que on n'est pas juste un tas de viande qui est venu sur Terre pour manger, baiser, dormir. Désolé d'être grossier, mais c'est souvent le truc, on n'est pas juste là pour ça. Il y a une mission plus profonde au mystère de la vie. Sinon, on serait juste des atomes, voilà. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on arrive à avoir une discussion d'un groupe, d'un paquet d'atomes à un autre, et il y a du sens qui se transmet. Il y a quelque chose de profond auquel je me sens profondément connecté, une sorte de grand projet, ce que les alchimistes appelleraient le grand œuvre, que finalement personne ne comprend, personne ne sait, mais certaines sentent un appel. Moi, j'ai entendu mon appel sur mon propre potentiel humain, hein, c'est très égoïste, mais je fais ce que j'appelle de l'égoïsme à long terme. Mon égoïsme inclut les autres. Parce que j'ai compris qu'il n'y a pas de moyen que je sois... Si je suis le seul millionnaire entouré de gens dans des taudis, je vais passer ma vie à mon portail à me battre pour qu'ils n'entrent pas. Alors que si je m'arrange à être... Si je suis par exemple milliardaire entouré de gens pauvres, toute ma vie va être de comment faire pour que les gens n'entrent pas piller chez moi. Alors que si je m'arrange à être le gars qui a 100 millions entouré de gens qui gagnent 1 million, je vis ma vie avec mes voisins, on discute. Donc, c'est vraiment du bon sens. Maintenant, pour revenir, ma vision, c'est quoi? L'Afrique a été mal gérée par certaines générations dans certains pays comme le nôtre. Et j'ai le devoir que d'utiliser la force que j'ai, l'intelligence que j'ai, le dynamisme que j'ai, la chance que j'ai. Parce que mine de rien, quitter Dongwakele et faire tout ce qu'on a fait, il y a une forme de chance qui se dessine aussi souvent pour que les prochaines personnes ne soient pas le fruit de la chance, mais le fruit d'un process qui régénère de meilleures personnes. Et je crois au fait que aujourd'hui en Afrique, tu peux être bon, tu vas dans les conférences, des podcasts, tout le monde va te donner des likes, mais il nous manque des seniors. Certains pays l'ont plus que d'autres. Mais pour mon pays, est-ce que le groupe d'âmes qui naissent au Cameroun représente? Aujourd'hui, il n'y a pas un endroit où un jeune peut aller. Il parle à des personnes qui pensent le Cameroun sur 200 ans. C'est-à-dire que quand tu es un jeune Français, tu peux arriver dans des endroits où tu parles à des Français qui pensent la France sur 500 ans et qui n'ont pas de mal à investir sur toi, même si ça ne donne pas de bénéfice, parce qu'ils sont en train de forger un homme qui peut porter toute une nation et un idéal. Aujourd'hui, en tant que Camerounais, on n'a pas ça. En tant que beaucoup de jeunes Africains, on ne l'a pas, parce que des générations, justement, ont démissionné ou n'ont pas pu. Hein. Certains n'ont pas pu, d'autres ont essayé, c'est pas évident. Et je veux laisser ça. Je veux réussir à être... Si la politique et la finance nous a abandonnés, je veux qu'un jeune qui a un projet devant, qui sait qu'il a la même rage que j'ai, qui entend son propre appel, puisse se dire, il y a un endroit où on finance les gens comme moi, on ne dit pas juste qu'on est gentil, qu'on est phénoménal, qu'on est intelligent. Il y a de l'argent parce que ces gens comprennent le game mondial. Ils comprennent que c'est important d'investir sur quelqu'un qui veut régler l'électricité, quitte à perdre de l'argent pendant 5 ans, parce qu'on va en gagner plus de vent, parce qu'on gagne un truc. Donc voilà. Parce que tous les peuples qui réussissent sont des gens comme ça, et je veux faire partie de ce cercle-là pour les miens. C'est tout. Vois-tu, ce dont tu viens de présenter, c'est beaucoup plus profond que ça, et j'aimerais toucher un aspect de cette mission qui est que, au cours des générations, tu as mentionné Omniobet, tu as mentionné pas mal de figures. Au cours des générations, on a toujours eu ces personnes exceptionnelles qui se sont proposées de porter le fardeau, pas seulement de leur génération, mais de plusieurs générations après eux. Et donc, c'est d'une certaine façon ce que tu viens de décrire. Mais je me suis toujours questionné de savoir comment est-ce qu'ils trouvent cet équilibre-là entre un désir personnel d'accomplissement et cette intégration communautaire. Donc, il y en a des personnes C'est pas un équilibre. La première chose, c'est que c'est pas un équilibre. OK. C'est des gens profondément déséquilibrés. C'est-à-dire, il y a une image que j'aime bien, je sais pas dans quel film où on montrait ça, j'ai oublié, mais je sais que le truc, c'est un gars qui, il a tout bien, c'est vraiment le général ultime ou un truc du genre. Et quand la paix arrive, il n'arrive pas à vivre sur place. Donc, il repart vivre dans la forêt parce que il n'a jamais su vivre dans la paix finalement. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire, voilà. Je crois d'ailleurs que il y a une série qui le montre, The 100. Ils vivent tout un tas de trucs, mais à la fin,
le personnage principal n'est pas autorisé à aller au paradis littéralement parce qu'elle est tellement déséquilibrée qu'elle a fait un truc que les gars du paradis ont dit que gars, toute une éternité, on n'a jamais vu quelqu'un comme toi qui est capable de même le battre sur le jugement dernier, dis donc. Que même au jugement dernier, tu viens faire les choix. Et elle dit que gars, y a pas de problème, je fais ce choix pour que les autres n'aient pas à le faire. Et c'est une symbolique qui montre qu'effectivement, le problème, c'est que quand tu fais face à une situation déséquilibrée, c'est des êtres déséquilibrés qui recréent l'équilibre. Donc non, je suis pas quelqu'un d'équilibré, je suis profondément déséquilibré vers une tendance, mais vu qu'en face, il y a quelque chose aussi qui déséquilibre de l'autre côté, l'idée c'est que ça va créer quelque chose. Donc déjà, ça répond à ta question. C'est des gens déséquilibrés qui créent l'équilibre, mais on n'en profitera pas forcément nous-mêmes. Parce que voilà, maintenant, qu'est-ce qui fait ça? Ça, les gens cherchent la formule depuis des millénaires. Hein. Il y a une forme de... À la fois, tu fais ta mission et ta mission te fait. D'ailleurs, c'est le thème du monde de Orion. L'Orion, c'est une énergie qui ne réagit qu'à ce qu'on est. Et quelque part, ton Orion se renforce en fonction de tes convictions. Donc, c'est pas le fait de faire 10 000 pompes dans Orion qui te renforce. C'est à quel point tu crois en ce que tu veux faire et tu peux l'imprimer dans littéralement le monde autour de toi. Et tu affrontes d'autres qui croient en ce qu'ils sont. Et au final, c'est la vision qui gagne, qui est retenue par l'humanité. C'est d'ailleurs, en fait, ce qui se passe dans la civilisation. On est dans un monde où le capitalisme a gagné sur le communisme. Donc aujourd'hui, c'est vu comme une loi naturelle, alors que c'était un clash d'idéologie. Et donc voilà, il y a des gens qui, maintenant, est-ce que Hitler a fait le nazisme ou le nazisme a fait Hitler, va savoir. Spirituellement, j'aime bien me dire que j'ai une théorie spirituelle qui dit que nous, on est peut-être des êtres humains, mais que les grandes idées sont comme des êtres vivants eux-mêmes. J'aime bien l'image des chevaliers du zodiaque, tu vois. Tu as le chevalier du zodiaque, dont le chevalier humain, et tu as l'armure. Et quelque part, il y a une forme de... Oui, tu es le chevalier qui doit trouver l'armure, mais quelque part, c'est toi qui possèdes le cosmos, l'armure est là pour l'amplifier. Ta cosmo-énergie vient-elle de toi ou bien c'est toi qui la canalise? Est-ce que c'est toi qui as QB ou finalement c'est QB qui t'a... Tout le monde qui a un peu fait le même parcours dans d'autres le raconte à travers des histoires. Quand tu es un Jedi, est-ce que c'est la force qui te fait ou c'est toi qui fais la force? Tu vois un peu? Toutes ces histoires sont écrites parce qu'elles sont écrites pour montrer le chemin de la vie de la quête humaine finalement. Donc oui, pour répondre à ta question de façon très terre à terre, je dirais, il y a une partie de moi qui voulait faire un certain nombre de choses et il y a le fait de faire ces choses qui me forgent au fur et à mesure à les faire encore plus vers un déséquilibre. Oui, ça c'est certain, je veux dire. Ça c'est certain. C'est curieux que nous sommes entrés directement dans le vif du sujet, mais j'aimerais que l'on fasse... C'est toi qui as des questions, hein? Oui, tellement de questions. J'aimerais que l'on fasse un retour sur ton parcours. Vois-tu, oui. Quelqu'un qui aujourd'hui te regarde et qui a certaines aspirations, qui partage certaines valeurs comme toi, dirait, j'ai peut-être pas ce qu'il avait, j'ai peut-être pas le background qu'il avait. Donc, quel était ton contexte socio-économique jeune quand tu as commencé cette aventure infinie-là? Bon, quand j'ai parlé de chance tout à l'heure, c'est que je ne sais pas si on choisit ses parents avant de naître, mais en tout cas, j'ai fait un très bon choix parce que j'ai eu une mère, pas son âme, elle est morte il y a un an, c'était une femme phénoménale c'est quelqu'un qui lisait beaucoup. Qui aussi a beaucoup cherché, on va dire, Dieu. Elle a fait presque toutes les religions, sauf le satanisme. Donc, elle a été bouddhiste, elle a été... Donc, tu imagines vivre avec quelqu'un qui a été chrétien, bouddhiste et autres, et qui partage ça avec toi, donc vous vous questionnez, vous demandez c'est quoi le sens profond de la vie. Donc, j'ai d'abord eu cette chance galactique-là. Deuxième élément, j'ai un père qui est issu d'une famille... je vais dire noble, mais pas par l'argent, mais noble par le sens de l'honneur, le sens de... Ma grand-mère, par exemple, elle a été une des premières femmes institutrices du Cameroun. Et c'était une dame à son deuil. Il y a eu quoi? Peut-être 40 témoignages qui revenaient avec un seul mot. Discipline, honnêteté. Et c'était un monument. C'était une reine comme on n'en fait plus. Donc, j'ai ça dans les gènes. Donc, c'est un pédigré
assez phénoménal quand même, qui fait que voilà, j'ai des aptitudes quand je nais. Je suis encadré d'un côté par quelqu'un qui m'entraîne à écouter mon intuition et de l'autre par quelqu'un qui m'enseigne à écouter mon cerveau. Donc ça fait un bon mélange. Après, bon, j'ai une enfance plus ou moins heureuse, hein, comme tous les enfants des années 80 du pays. On était plus ou moins la plupart heureux, on va dire. Euh, dans un Cameroun autrefois intègre. Donc, on grandit dans une époque où les voisins gardent les enfants des autres. Il n'y a pas peur qu'il y ait des violeurs, tout ça. Et donc voilà, je fais mon école primaire au centre éducatif, où là encore, déjà, je tombe dans la maternelle de qui? L'école de Maman Nounou à Douala. C'est une scientifique, c'est une visionnaire qui, au-delà, elle faisait plein, elle revenait avec des méthodes très avancées d'éveil. Donc c'était déjà de l'école niveau, c'était pas juste AB, ABA, c'était des exercices d'éveil, des trucs de comment éveiller la conscience d'un enfant très vite. Je vais au centre éducatif chez Monsieur Bébé, qui lui-même aussi c'est un autre éducateur de haut niveau, c'était des trucs, des messages subliminaux. Je suis reparti à l'école dernièrement, j'ai vu, c'est-à-dire c'était des trucs sur les murs qui nous expliquaient qu'un homme n'est un homme que si sa vie sert aux autres. Donc, tu vois, tu baignes, tu te rends compte que tu crois que tu t'es fait, mais quand tu repasses, tu te rends compte que ouais, après je passe à Liberman, où c'est un autre moulage, bon après je passe à Kerejos, et j'arrive à Ngwakele qui m'a traumatisé, mais où je trouve aussi, évidemment, en fait, je vais dire, je quitte donc d'une éducation très élitiste dans un cercle un peu privilégié, pas riche, mais privilégié dans une forme de résidu de classe moyenne, pour tomber en Ngwakele où là, je me mélange au vrai Cameroun profond et ça me donne une richesse finalement de pouvoir parcourir ces deux mondes. Donc ça, c'est mon parcours, on va dire, humain, académiquement, bac C, probatoire C, j'étais pas un génie. Disons que j'étais plus intéressé par l'école dès que j'ai découvert les filles en troisième. Ouais, j'étais un gros lover. Donc voilà, puberté très compliquée. Donc ça m'intéressait plus, je voyais pas trop où ça allait. Mais bon, j'ai quand même réussi mes classes. Donc je cherchais pas à être excellent à l'école. Par contre, je cherchais à être excellent en termes de logique, en termes de trucs. Donc je vais faire l'informatique parce que je découvre la programmation par hasard, j'aime ça. Et donc je veux faire informatique. Et je fais du jeu vidéo dans mon temps libre avec Internet. Donc, j'apprends sur Internet, je télécharge les logiciels, j'installe. À l'époque, j'avais quoi, un Pentium 2, 350 MHz, 4 Go de RAM, 128 mégas de RAM, 4 Go de disque dur. J'avais écrit dessus Madibao Corporation Studio 1. J'estimais que c'était mon premier studio. C'est dommage que j'ai perdu ce truc. Je voulais le garder comme une pièce de musée en disant un jour je vais peut-être. Mais mon idée d'origine, c'était que je me disais je vais faire un jeu amateur en Afrique et un peu comme dans le football, mon jeu va tellement faire buzz que Ubisoft va dire c'est qui ce génie, viens ici en France, travaille. Ce qui est intéressant, c'est que être naïf te permet au moins de commencer. Parce que c'est pas comme ça. Ouais. Il y a pas de recruteur dans le monde du jeu vidéo qui guette les jeunes en Afrique. Donc, mais le fait que je le croyais, ça m'a aidé à me lancer. Et après, j'ai compris que c'est pas comme ça, et voilà. Mais Et faut dire que tu as commencé. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est bon. Ok, faut dire que tu as commencé très tôt, Amine. Tu étais dans ton adolescence, 14 ans environ, right? Quand tu commences à t'intéresser. 16 ans, ok. Quand tu commences à t'intéresser aux jeux vidéo. Pourquoi les jeux vidéo en particulier? Est-ce que tu penses que ta dérive académique aurait justifié ton intérêt pour les jeux vidéo ou bien cela relève vraiment de ton enfance? À la base, je crois que j'aime écrire. À la base, j'étais plus écrivain, j'ai écrit un roman. C'est plus le fait d'écrire qui a été ma révélation de trucs. Maintenant, comme j'aimais jouer, donc j'aimais jouer et je voulais coder. Donc le jeu vidéo avait l'air de combiner ces trois passions-là. Et voilà, il y a aussi Après, il y a un truc, hein, quand tu es fan de quelque chose, à un moment, tu veux aussi que quelqu'un vive ce que toi, tu as vécu. Je me souviens que j'ai joué à... Quand tu finis un jeu, la Metal Gear Solid 1, c'est le premier jeu qu'on voyait où les gens parlaient les vraies voix. Aujourd'hui, c'est commun, mais c'était le premier gars qui faisait ça. Et la narration avait poussé. Tu vois, la puissance du JV, c'est vraiment Aujourd'hui, c'est commun, tout le monde le connaît, mais à l'époque, quand tu sortais d'un monde où tu étais habitué à voir l'action,
Donc oui, Captain America fait ces trucs là-bas, Superman fait ces trucs, tu es fan. Mais là, tu ressens le fait que tu es cette personne. Donc et Kojima, le gars, quand il faisait son jeu, il y a un truc où il était très bon. C'est que les personnages avaient l'impression, tu as l'impression qu'ils te parlaient à toi. C'est-à-dire, quand il disait Snake, tu étais Snake. C'est-à-dire, c'est tes actions en tant que joueur. Genre, tu esquives un truc et le gars te dit, tu as esquivé, tu crois que tu vas aller où, machin. Donc, tu avais ce sentiment de je suis cette personne, je suis je suis le soldat ultime. Et être capable d'oublier sa vie pendant 2 heures, parce que j'étais un ado timide, boutonneux, dans une époque où il fallait avoir la dernière basket, tout ça. Je me barrais tous les jours et j'étais très émotif. Donc, être capable d'oublier ce que j'estimais une vie merdique pendant 2 heures pour aller dans un endroit où tu es le super soldat qui sauve le monde, gars, ça n'avait pas de prix. Donc, et tu en revenais grandi, mine de rien, pour ta vraie vie. Ou ça m'a... Comme disait quelqu'un qui croit que les jeux vidéo rendent paresseux n'a jamais essayé de compléter une collection Pokémon, gars. Tu la discipline que ça demande de capturer 120 Pokémon. Quand un enfant l'obtient et qu'il arrive à la transcender dans ce qui l'intéresse, tu n'es pas prêt. La concentration que ça demande de battre, il y avait des boss là, super, là, quand tu les bats, là, le niveau de focus, c'est des trucs que je reprends aujourd'hui quand je travaille. Dans mon cerveau habituel, quand je veux vraiment un truc, j'ai créé ce muscle qui fait qu'effectivement, je n'accepte pas Il y a un truc qui dit souvent, les jeux vidéo nous ont appris un truc. Quand ça devient plus dur, c'est que le boss est à côté, le trésor en vaut la peine. Faut dire qu'aujourd'hui, ce que tu viens de décrire, c'est la réalité de beaucoup de jeunes à travers le monde. Les jeux vidéo se sont présentés actuellement comme un repère de relaxation pour fuir ses soucis et la réalité de la vie. Et ça n'affecte pas que les jeunes, malheureusement. En fait, il y a un truc, c'est que... Alors, je vais le dire pour être honnête. Il y a une partie qui est de la fuite malsaine qui n'est pas encouragée. C'est comme l'alcool. Quand tu pars boire pour fuir tes problèmes, c'est pas une bonne chose. Tu peux pas jouer pour fuir tes problèmes. Par contre, c'est moins dangereux pour le cerveau de jouer que de trucs. Non, je vais plus partir sur un problème d'abstraction. C'est-à-dire, les grands empereurs, les grands hommes, par exemple, se réfugiaient dans les poèmes. Tu vois un peu, qui pour c'est-à-dire quand tu étais un empereur de haut niveau, tu comprenais qu'au pire moment du truc, les gars repartaient dans des poèmes. C'est-à-dire, ils repartaient lire un poème. C'est pas tant que ça de la fuite, c'est de l'inspiration, parce que le cerveau humain finalement grandit beaucoup par abstraction. C'est des symboles dont on a besoin. C'est pour ça que les histoires, l'être humain aime les histoires. C'est pour ça parce que c'est une façon pour nous d'absorber finalement l'expérience de quelqu'un d'autre pour trouver. Je trouve par exemple que les gens qui aiment les mangas, quand tu regardes les mangas, tu ne regardes pas les mangas à 30 ans comme tu les regardais enfant. Enfant, tu dis, ouais, je vois la bagarre. Mais aujourd'hui, le nombre de choses où en tant qu'entrepreneur, où un épisode de Naruto a débloqué ma vie, c'est énorme. C'est-à-dire, je me rappelle encore la mort de Neji. Naruto avait un truc de ouais, j'ai ma promesse, moi je tiens toutes mes promesses et je ne reviens jamais. Donc il a son truc de je vais sauver tout le monde. Et là, le boss tue son ami et lui dit que tu as tes histoires de sauver tout le monde là. Tu ne peux pas promettre un truc, tu vas échouer. Donc arrête de promettre que tu vas faire des choses. Cette thématique, elle est profondément africaine. Ce truc de si tu ne sais pas que tu vas réussir, n'essaye pas. Et arrête de promettre que tu vas essayer parce que tu es comme nous tous. Essayer n'en vaut pas la peine, on est tous des losers, acceptons seulement. Naruto parle profondément à un Africain. Tu vois un peu, c'est-à-dire, quelqu'un va regarder ça, il va dire, oh, tu regardes ça, mais non. La leçon, quand moi j'ai vu comment Neji, moi je regrettais ça parce que j'étais au même point dans ma vie. Tout ce que j'avais dit que j'allais faire ne marchait pas. Et j'étais en train de me dire, mais pourquoi je continue alors que tout le monde peut me ressortir au visage, que c'est pas toi qui as échoué ici, là. Tu viens encore parler. Et là, il tombe à terre et il se dit, le gars lui disait ça, tu ne peux pas faire de promesses de tu vas réussir parce que personne ne réussit finalement, le monde est cruel et tout et tout. Et que c'est là où la réponse qu'on lui a donnée, qu'on lui dit, Neji est mort, tu n'es pas un ninja. La conclusion de Naruto, on n'est pas un ninja parce qu'on réussit tout ce qu'on fait, on est un ninja parce que malgré le fait qu'on s'en prend plein la gueule, on continue de faire de notre mieux. Cette phrase de Hashirama Madara, ça a sauvé ma vie. Donc, moi, effectivement, dans les jeux que je fais, je veux offrir ça. On est tous des êtres humains qui se battons tous les jours, mais personne ne se recharge
en lisant un bilan comptable. C'est-à-dire, regarde ta semaine. Tu te bats, tu te lèves. Quand tu penses à ton moment, ce n'est pas dans le fait d'aller lire les bilans comptables et autres que tu te recharges. Tu te recharges en cherchant des symboles qui te rappellent le sens de pourquoi tu fais ça. Et ça passe par de l'abstraction, des histoires, des films où tu vois des analogies, où tu vois Le Seigneur des Anneaux est une histoire qui expliquait aux gens pourquoi il faut se lever contre un tyran. C'était pour inspirer les gens contre ce que Hitler représentait ou contre tout ce que des gens comme Hitler peuvent représenter. Qu'un jour, quelqu'un pourra avoir une armée plus forte, plus ceci. Mais donc voilà, c'est des symboles énormes dont on a besoin finalement pour donner un sens à tout ce qui est pratique. Et je finis sur une dernière phrase que j'aime bien dire. Si tu remarques bien, la seule chose que les êtres humains sont prêts à faire de façon éternelle, c'est consommer l'art. Si aujourd'hui la religion te disait que, OK, quand tu vas mourir, tu vas manger non-stop, tu vas boire non-stop, donc tu seras à l'endroit où on te donne la nourriture, tu bois et tu as l'argent qui te tombe dessus et tu vas même faire l'amour non-stop, personne n'a envie d'être bloqué dans un cycle infini de plaisir brut. Par contre, quand on te dit que non, tu vas aller dans un endroit où tu auras de beaux paysages tout le temps, tu auras de la belle musique tout le temps, ça, tu acceptes ça. Pourquoi? Parce que ça inscrit en nous que la seule chose qui en vaut la peine, c'est finalement l'art. Et c'est paradoxal parce qu'on passe le temps, on la dénigre et on croit que non, c'est moins important que les choses qu'on ne voudrait même pas emporter dans notre tombe. Vois-tu, la notion d'art, est des fois pas très interprétée tous de la même façon. C'est vrai que les jeux vidéo, de la base, fondamentalement, c'est de l'art. Mais il y a une certaine abstraction que l'on ne voit pas très souvent. Quand on pense aux jeux vidéo, on pense au divertissement, on pense à la distraction, on pense à perte de temps, on pense à un enfant. On associerait difficilement un CEO d'une grande compagnie financière à une image d'un joueur de jeux vidéo. C'est un peu difficile, ces connexions-là. Par exemple, aujourd'hui, tu venais de prendre, il y a quelques instants, cette réalité selon laquelle ces jeux vidéo, au-delà de l'aspect divertissement, nous permet de nous connecter à des notions fondamentales de la vie. Ça véhicule des messages très forts. Disons que la conception traditionnelle des jeux vidéo, n'est pas très encourageante, mettrait les jeux vidéo plus dans la catégorie des personnes qui perdraient du temps. Je vais répondre. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une question de cercle et de... Je dirais qu'en fait, la tendance, c'est plutôt inversé. Je m'explique. En fait, c'est plutôt les gens qui ne sont pas, qui pour moi sont devenus exceptionnels. C'est-à-dire les gens qui ne jouent pas aujourd'hui sont exceptionnels par rapport aux gens qui jouent. La tendance est inversée. C'est peut-être qu'il y a des cercles de l'establishment, par exemple au journal du 20h, et encore, voilà les JO qui viennent d'avoir lieu et on a eu Assassin's Creed dedans. C'est une question de vieux médias, hein. C'est-à-dire que quand tu regardes à la télé, si par exemple quelqu'un n'est pas sur des médias jeunes, il aura toujours ce discours parce qu'effectivement, à la télé, c'est encore les gens de 70 ans et autres qui sont le public. Tu vois, donc c'est une sorte de chambre d'écho de discussion. Mais quand tu pars, plus tu descends vers 20 ans, plus en fait, je vais te donner une analogie. Le football, il y a 80 ans, c'était le même débat. Le football, c'était pour les voyous, c'était un truc... C'est-à-dire, quand nos parents avaient 20 ans et qu'ils trouvaient le football magnifique, les adultes sérieux de l'époque estimaient que c'était un truc de voyous, de perte de temps. Là, même si ta fille épousait un footballeur, elle avait échoué. 20 ans plus tard, parce que le football a atteint ses lettres de noblesse, parce qu'il a acquis les signes extérieurs, finalement, de puissance. Les gens qui jouent au football ont plus d'argent que les autres. Et en plus, c'est des hommes qui montrent un niveau de discipline, d'organisation. Parce qu'au final, on aime le foot parce qu'on voit des humains se sublimer. Et c'est là où j'y tombe. Ce qui fait qu'une chose, le jeu vidéo est dans cette transition-là. Tout le monde joue, tout le monde observe. Tu vois, il y a là le e-sport, il y a des trucs. Donc, tout le monde réalise que tout comme le football a transité d'un truc de non sérieux à quelque chose de planétairement global, le JV en est littéralement au même point. C'est l'industrie qui rapporte plus d'argent que les autres. Et c'est pas les enfants qui payent, hein. Crois-moi, c'est nous les adultes. C'est-à-dire, il y a plus de joueurs adultes même aujourd'hui dans certains pays que de joueurs enfants. D'ailleurs, mon fils a une façon de jouer qui est totalement différente de la mienne. C'est une autre génération. Tout comme la télé. Tu as payé un moment, toi tu as mes grands-parents, la télé c'est de la distraction, ces trucs. La radio c'était la musique. Donc c'est une question de génération.
de lettres de noblesse. Maintenant que les studios rapportent beaucoup d'argent, que il y a des conventions sur le truc, c'est en train de prendre ses lettres de noblesse au fur et à mesure. Et quand on se rend compte que les développeurs vivent sous une pression élitiste qui inspire finalement parce qu'ils se subliment pour faire de bons jeux, c'est la même chose. Donc, ce qui pour moi explique ça, c'est juste une chambre d'écho d'une époque qui passe, c'est tout. C'est un écho. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, tout le monde joue pas au même niveau. Tout le monde ne se considère pas, mais fou. C'est d'ailleurs pour ça que si tu remarques bien, il y a presque plus de... Il y a un truc avant, c'est qu'il y avait ce qu'on appelait les jeux de rôle. C'était les jeux où on baradait beaucoup et autres. Et c'était vraiment les jeux de l'élite. Mais maintenant, c'est devenu tellement commun que même un jeu comme God of War, qui était juste du taper, où tu venais taper les gens, eux-mêmes, ils ont atteint un endroit où, gars, s'ils n'augmentaient pas la maturité de la narration, ça ne passait plus. Parce que, dernière expérience, j'ai joué à un jeu à Zenless Zero il y a quelques semaines. Vraiment, le gameplay était magnifique. C'était des trucs, des angles de caméra. Mais j'ai désinstallé parce que justement, l'écriture était restée dans le modèle ado qui me fatigue. Je trouve plus fun à 40 ans de lire des personnages garçons-filles qui vont faire 8 ans pour se dire qu'ils s'aiment. Tu vois, ce truc de constipé émotionnel ado, là, ça me prenait. Parce que j'ai grandi, j'ai compris que, gars, le plus dur, c'est pas de séduire la fille, gars, c'est de rester avec la fille une fois que vous êtes ensemble. Et le jeu vidéo grandit. Tu vois, même GTA 1, 2, c'était un truc de petit gangster, truc. Si tu vois le 5, on aborde la vie de famille, toujours un peu de caricature. Mais là, le 6, ça va être beaucoup de thématiques très profondes, caricaturées, magnifiées. Mais c'est pas juste... les gens croient que GTA, les gens jouent encore ça pour venir tirer sur les gens en route. Non. D'ailleurs, même le jeu est déjà beaucoup plus... si avant le jeu te laissait, tu pouvais tuer 100 000 personnes tranquilles. Aujourd'hui, tu tues 4 personnes, ça devient injouable. Tu as toute l'armée qui te tombe dessus parce que ce n'est plus le truc où ils veulent diriger leur jeu. Donc, les gens jouent à GTA pour l'expérience Oui. Aujourd'hui, quelle est ton approche de modélisation des jeux qui permettent de garantir un certain message, certaines valeurs que tu souhaites véhiculer intentionnellement? Ok. Ce que j'ai appris avec du temps, c'est que premièrement, il faut d'abord écouter le marché. Première chose. C'est-à-dire, tu dois d'abord écouter les chiffres. Quels sont les genres de jeux qui passent? Qu'est-ce que les gens veulent? Ne fais surtout pas erreur de dire j'ai une idée, je fonce une fois. Ça, c'est... Tu écoutes le marché. Le marché va te donner un contexte. Et le marché va te dire, OK, dans le besoin des gens avant que tu arrives dans leur vie, ils voulaient ça. Parce qu'ils en parlent tous les jours sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a assez de KPI qui le disent. Tu as le contexte. Et maintenant, à l'intérieur, sois créatif. Là, lâche ton génie, là c'est ici que tu viens faire le truc. Et à ce stade, maintenant, nous, on a un process qui passe par l'intention. C'est-à-dire, il faudrait que ce soit très clair. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux que les gens rient, pleurent, etc. Et est-ce qu'ils veulent le ressentir? Ça se joue beaucoup à l'émotion. J'aime souvent dire, en fait, on est des vendeurs d'émotions, finalement. Et il y a un truc intéressant, c'est que le divertissement, c'est on vend du me time aux gens. C'est-à-dire que quand un être humain voit sa semaine, il se dit, je veux dire, si tu passes 100 heures dans ta vie, il y en a 90 qui sont dédiés à te battre pour quelque chose et 10 heures qui sont ton temps à toi. Et c'est là où le divertissement intervient. Donc, notre challenge, c'est que sur ces 10 heures qu'il a pour lui, on doit lui faire passer un bon moment avec nos produits. Et parce qu'il avait plein d'autres produits au choix et que quand quelqu'un... Souvent, je disais, j'ai fait un truc où j'expliquais aux gens pour créer leur conscience pro, c'est que pourquoi les joueurs ne tolèrent pas un mauvais jeu. Parce que c'est trop cruel quand tu sais que tu as passé toute ta semaine dans le fight. Surtout plus tu vieillis, quand tu es enfant, tu as plus de temps libre. Mais quand tu vieillis, tu as toute la semaine, tu n'as que 2 petits jours pour toi, ou souvent même... Tu as réussi à obtenir ton petit après-midi où ta femme est sortie, les enfants dorment. Tu as ces petits 3 heures qui t'appartiennent à toi sur toute ta vie. Et là, quand tu as lancé la mauvaise série, quand les gars t'ont fait ça, c'est-à-dire tu as lancé un truc, ça t'a pris 3 heures, ils ne t'ont pas pris 3 heures, ils t'ont pris 1 semaine. Parce que tu seras obligé d'attendre le prochain tour pour avoir ces 3 heures. Il te faudra peut-être donc, tu as le devoir de lui livrer quelque chose d'excellent parce que... Et si tu remarques bien, la plupart du temps, pour les mêmes 3 heures, tu as eu 30 heures de propositions. Tu as 4 dessins animés qui t'ont parlé, tu as 8 jeux qui t'ont dit « joue-moi ». Donc, quand ton jeu a trouvé sa place,
il a intérêt à livrer. Donc voilà, c'est quelque chose qui est facile à dire, mais qui est extrêmement difficile à exécuter, mais c'est la clé. Garder ça en tête et fournir une expérience qui value ce time et fait que quand quelqu'un sort de là, il peut te dire merci. Je viens de vivre 3 heures dans votre jeu, j'ai joué au responsable, j'ai ri, j'ai joué à KGF, ça m'a détendu, j'ai joué à Orion, j'ai voyagé, j'ai lu votre BD, j'ai oublié. Merci de m'avoir fait mes 3 heures et j'en demande encore. C'est très, très, très dur à exécuter. Et justement, en parlant de dur à exécuter, j'ai 2 questions. La première, c'est disons, la deuxième, c'est en rapport avec l'excellence. Comment est-ce que tu t'y mets dans ce processus d'excellence-là? Mais avant d'y arriver, comment est-ce que tu modélises numériquement les émotions? Comment est-ce que tu te dis, OK, je voudrais qu'à cette partie du jeu, cette personne ou ce joueur puisse exprimer une certaine émotion? Comment est-ce que tu modélises cela? C'est long à expliquer, ça. Ça s'appelle de l'ingénierie narrative. Et là, tu apprends les meilleurs. Tu apprends Disney, tu apprends... Donc là, tu observes, parce que quand tu regardes un film, c'est calculé. Tu vois, on construit des blagues souvent sur 10 minutes pour que toi, tu aies ton moment c'est de l'art, en fait. C'est du storytelling, c'est comme la musique, c'est-à-dire qu'il y a une façon dont on t'entraîne. Après un moment, le truc monte, mais si ça avait monté dès le début, ce n'était pas la même chose. Et c'est comme une musique. La réponse, c'est la musique. Tu dois modéliser une musique qui fait que les gens la vivent et apprécient, parce que le cerveau comprend l'harmonie finalement des histoires, tout comme tu sais qu'une musique est harmonieuse ou qu'elle est bizarre. Donc, comme en musique, il y a des règles, c'est la façon dont on fait des canons, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des canons auxquels qui ont été établis, d'autres qui font partie des lois naturelles de comment... J'aime bien dire que là, ça revient à mimer ce que Dieu a fait, en fait. Parce qu'il y a un truc, quand tu vois les vieux films nigérians dont j'aimais trop me moquer, où tu vois quelqu'un qui met le poison dans une sauce et il goûte la sauce, il y a un truc qui t'arrête. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, là? Tu vois? Donc, il y a un truc. Quand la musique ne prend pas, tu le sais. Quand la musique est nickel, comme Avengers Endgame, c'est-à-dire le run que les gars ont fait pendant 15 ans, ça n'avait jamais été fait dans l'histoire du cinéma. 15 ans d'excellence non-stop et ils ont fait un finish parfait. Bon, après, c'est devenu compliqué de faire mieux que ça, mais parce qu'ils font pas de mauvais films, c'est juste que nous, on est devenus trop... Ils nous ont amené à un endroit où on peut pas repartir. Tu vois, il faut que nous, on accepte que, gars, on peut pas. C'était 15 ans d'effets cumulés, on remonte pas là-bas. C'est pas sur commande, les gars, c'est pas sur commande. C'est de la musique. Tu vois, tu peux suivre la même chanson 2 fois, mais il y a des concerts. Tu vois, il y a un moment où tu étais là, quand on était tous en phase. Et c'est ça. On peut pas rendre ça industriel. C'est le grand dilemme de l'art. C'est qu'on essaye de rendre ça industriel et de le reproduire. Mais il y a une partie unique qui se fait. Il faut accepter ça en tant que créateur. Bon, tes actionnaires l'acceptent un peu moins. Et ils veulent le miracle tous les jours. Mais... Quelqu'un qui nous écoute. Et ça, c'est parce qu'en fait, le capitalisme n'a pas été conçu pour ça. C'est-à-dire qu'on a bâti tout un modèle socio-économique qui n'a pas été conçu pour être en accord avec les lois naturelles de la vie, qui veut qu'on ne peut pas recréer des choses uniques. Tu vois, c'est-à-dire, si on était parti de ce paradigme-là, que comment est-ce qu'on fait une économie qui respecte la vie, tout en permettant la prospérité, on aurait créé totalement d'autres lois économiques, d'ailleurs, qui auraient encouragé une forme d'unicité. C'est un peu le cas, parce qu'on va te dire que les œuvres uniques ont souvent plus de valeur et tout, mais il y a un challenge. On n'a pas fini d'inventer l'humanité, hein, pour être honnête. On continue, nous, on est en R&D constante, cette race-là. Donc oui, c'est tout ça qui est dans le jeu. C'est en faisant un jeu, tu travailles à comment est-ce qu'on fait pour être meilleur humain en permanence. C'est la clé. Et tu te retranscris ça dans ton travail. Avant d'arriver justement sur la notion d'excellence dont j'y tiens beaucoup, c'est quand quelqu'un qui nous écoute dira, écoute, il a fait Liberman, il a fait l'université de Yaoundé. Où est-ce qu'il a appris ces compétences-là? Où est-ce qu'il s'est formé sur tous ces différents aspects du jeu qui finalement n'est pas juste du codage, qui n'est juste plus tout simplement de l'informatique? Comment est-ce que tu... veux une réponse? Tu veux une réponse d'étudiant? En fait, je comprends. C'est vrai que quand on est à cette phase où tu es,
on se dit qu'il existe un manuel, il existe un process qu'on peut répéter. Et je vais te dire ce que les mentors m'avaient dit à l'époque, c'est qu'il n'y en a pas en fait. Il y a des... Je vais le dire comment. Tu veux une réponse, mais la réponse n'est pas... Elle n'aura jamais la forme que tu veux, du genre, bon, voilà le secret ultime, et refais ça, ça va aussi donner chez toi. Non. Ce que tu peux avoir, c'est des outils. Tu vois, vraiment, il faudrait que tu changes de paradigme. La clé, c'est le mot paradigme. Le mot paradigme, je vais beaucoup l'utiliser. Je ne peux pas te donner un secret pour que tu arrives constamment à resculpter le même objet avec les mêmes trucs tout le temps. Tu peux pas. Par contre, ce que je peux te donner, c'est les outils et les trucs qui font que tu arriveras peut-être à faire 70% du fois la même chose. Mais accepte cette partie de 30%. Même Dieu, créateur du ciel et de la terre, n'a pas réussi à créer deux humains pareils. Toi, qui pour pouvoir réussir à garantir que j'ai fait, Madiba Olivier a fait, je vais le faire comme tel. Chaque arbre est unique, mais chaque arbre vit le même cycle. Voilà la clé. Accepte les paradoxes, c'est-à-dire accepte le fait qu'une chose peut être précise et imprécise en même temps. Chaque arbre est unique. Tu ne peux pas dire que ce que tu as fait une graine va marcher à 100% avec l'autre, mais tu sais qu'en les mettant dans le même process de cycle, tu augmentes la probabilité d'obtenir au moins un arbre, pas le même arbre. Tu n'obtiendras jamais un arbre qui donne 10 fruits à gauche, 10 fruits à droite en même temps. Par contre, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, dis-toi que tu es ta propre graine et que comme toutes les graines, tu dois te forger. Et se forger, c'est vraiment pas un seul endroit. Il y a une partie qui vient de ce que mes parents m'ont montré, il y a une partie de ce que j'ai fouillé, il y a une partie de ce que des mentors m'ont dit. C'est les règles du succès de tout le monde. Tu as tes parents, si tu les admires, ce que je te souhaite, qui t'ont donné des valeurs de base. Tu t'en sers. Tu as ta curiosité et Internet qui te permet de prendre comment des meilleurs de ton écosystème ont fait. Peut-être voilà aussi un truc, c'est de constamment regarder comment les meilleurs font. Si tu veux être Mbappé comme il est parce qu'il regardait constamment CR7 jouer par exemple. CR7 est comme il est parce que lui il regardait Ronaldinho, entre autres Ronaldinho est comme il est parce qu'il regardait. Tu vois, toujours cette notion de chaîne. Donc, si tu voulais un petit manuel, je te dirais, cherche qui sont les meilleurs dans ton domaine, observe comment ils vivent, suis-les sur Twitter, leur LinkedIn, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils pensent, c'est quoi leur histoire. Cherche ce qui a l'air commun que tu peux te redonner comme contexte. Tout comme une graine, tu dois aller chercher à te mettre dans le sol. Peut-être savoir maintenant détecter ton propre sol, c'est une quête individuelle. Certains sols prennent avec des personnes, pas d'autres. Pas parce que Madiba Olivier a réussi ici que tu vas le faire comme ça. Crois. Tu vois la phrase, si tu as la foi d'un grain de moutarde, tu pourras soulever des montagnes. Ça m'a pris 30 ans pour comprendre ce qu'il voulait dire. Non, 39 ans en fait. J'ai littéralement compris ça cette année. Pendant tout longtemps, mon esprit de mec a cru qu'il nous disait qu'on pouvait quantifier la foi. Donc, genre que si tu concentrais la foi et on arrivait à voir un grain de moutarde qui émerge, ceci est de la foi. Tu pourrais soulever les montagnes. Mais non, en fait, c'est une analogie très subtile. En réalité, ce qu'il te dit, c'est que tu vois le grain de moutarde. Le niveau de foi que ce petit bonhomme a en lui-même, pour savoir que si on me plante comme arrose ou quoi, moi je vais devenir une forêt. Je vais devenir une plantation de moutarde à moi seul. Parce qu'on a déjà écrit ça en moi. Et il faut juste que je nurture, que je vive mon chemin. C'est la même chose. Aie la foi d'un grain de moutarde. Comprends que si on l'a fait avec un grain de moutarde ou un grain de papaye qui est insignifiant et que chaque grain porte en lui le pouvoir de créer une forêt, qu'est-ce qu'on a fait avec un humain? Si tu intègres ça et que tu arrives à te le rappeler tous les matins quand les factures tombent, quand ton enfant est malade, tu vis dans un autre état d'esprit. Ceci me pousse à la question de l'excellence, cette idée de regarder toujours les meilleurs dans leur domaine. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu trouves important de poursuivre l'excellence? D'ailleurs, ton langage revient encore dessus. Pourquoi tu trouves l'excellence comme quelque chose d'important, d'impératif à poursuivre? Déjà, je vais clarifier ce que c'est que l'excellence. Je sais que souvent, quand on est jeune, on voit l'excellence d'un point de vue technique, meilleur note, plus d'argent, plus de performance. On ramène ça beaucoup à la performance, qu'importe comment tu la vois. L'excellence, pour moi, n'est pas que la performance. Elle intègre un aspect performance, mais j'insiste, c'est à quel point tu es un bon être humain. C'est-à-dire, au final, à la fin de ta vie, on ne voudra pas savoir si tu as couru 100 mètres en 2 secondes. C'est à quel point chacune de tes secondes a été passée à aimer ou à être aimée.
Je parle pas d'amour romantique, je parle littéralement de la vibration que tu avais parce que, et ça repose une question, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? C'est-à-dire, on est là, on est sur Terre. Finalement, cette vie n'a pas réellement de plus de sens que d'autres. Il n'y a pas une vraie réponse absolue. Il y a un livre d'ailleurs qui disait qu'il y a un ordinateur qui a calculé pendant je sais pas combien de siècles là, le but de la vie. Et à la fin, il y a un gars qui a tout vécu, il est allé dans l'espace, il est devenu immortel parce qu'il voulait voir la réponse. Et à la fin, le truc a sorti le chiffre 43. Faut dire que la réponse au sens de l'univers, après avoir fait tous les calculs quantiques. 43, gars. C'était 43, ouais, chiffre, je sais plus. Mais c'est un des plus grands livres qui dit qu'en fait, et ce que le livre essaie de dire, c'est que tu n'as pas vécu ta vie parce que tu cherches à savoir à quoi elle sert. Alors qu'en fait, le but, c'est, gars, vis là. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que, gars, quand je prenais des objectifs finis, oh, je vais avoir une voiture, oh, je vais avoir un truc, je montrais toujours ce truc de tu as fini une montagne, il faut entamer l'autre. Du coup, il y a quelqu'un qui avait dit, ne cherche pas à avoir des rêves, un système. Donne-toi quelque chose qui est une sorte de roue infinie, qui fait que ça ne finit jamais en fait, parce que ce que tu apprécies, c'est le voyage. Du coup, je me suis dit, gars, je me dédie à être un meilleur être humain. Si cet humain, je veux être riche, je veux être digne, mais pour moi, c'est à quel point j'arrive à... Parce qu'au final, c'est l'héritage que tu laisses le plus. Hein. C'est pas le nom. On sera tous oubliés. Tout le monde dit qu'on t'oublie 6 mois après ta mort. Mais les effets que tu as eus ont un écho dans l'éternité. Ma mère n'est pas connue, mais je suis son héritage au monde. Qui elle-même, elle est l'héritage de son père au monde. C'est les valeurs que tu laisses qui retranscendent, qui ressortent chez un autre être humain. Voilà pour moi l'excellence. C'est-à-dire être capable d'incarner une forme de lumière, de soi en permanence. C'est dur. Hein. On dirait c'est dur as fuck. Et il ne s'agit pas d'être bon. Ça, tout le monde va croire que ça veut dire que tu dois être un ange. Pas du tout. Il s'agit d'être sage, d'avoir l'approche la plus élevée à chaque seconde. Ça, mon frère, rien que d'abord comprendre c'est quoi l'approche la plus élevée, là, c'est un challenge. Et justement, parce qu'il y a pas tu entends par approche la plus élevée? Justement, c'est... comme je t'ai dit, c'est un paradoxe. C'est à la fois une chose claire, mais pas claire. Ça, je crois qu'il y a une phrase, c'est... Quelle serait la chose que si tout le monde faisait à cet instant précis, toute l'humanité grandirait de ça? C'est une des façons de détecter ce qui est le plus élevé à faire. Une des, mais ce n'est pas absolu. Comme j'ai dit, accepte que tu n'as pas la réponse. En fait, tu n'auras qu'une tendance. Donc, l'excellence, c'est tendre vers quelque chose. Ne ramène pas ça à de la performance, si c'est le cas, en tout cas, les jeunes qui suivent, ne ramenez pas ça à de la performance. C'est la forme toxique de l'excellence. La performance n'est qu'un aspect. Tout comme les maîtres en arts martiaux réalisent que l'art martial, c'est pas la violence, c'est pas le fait de casser une brique, c'est le fait d'arriver à vivre une sorte d'instant présent en permanence. Quand ils font leur kata, c'est se connecter à quelque chose de plus sacré. Être excellent, c'est être dans le sacré de chaque instant. Je devrais le résumer comme ça. Être excellent, c'est réussir à avoir le sacré de chaque seconde. Parce qu'il n'y aura plus jamais un autre 1er août 2024, 18h08, 44 secondes. Ce moment est unique. Tu ne peux pas le reproduire. Donc, est-ce que tu en as pris la quintessence? Est-ce que tu l'as absorbé pour ce qu'il pouvait être de mieux quand tu échanges avec El Nathan? Est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même? Ou est-ce que tu répondais comme Anguissa à 20 minutes de la fin d'un match? Donc, voilà. Ouais, désolé pour lui, il est devenu le symbole pour moi de ça. Anguissa, c'est désolé pour lui, hein. C'est un gars bien, j'imagine, mais pour moi, aujourd'hui, je le prends comme le modèle de exactement ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, traditionnellement, on connaît des CEO comme des personnes des visionnaires en tout cas, comme des personnes assez matérialistes. Disons CEO comme des personnes assez matérialistes, pas au sens traditionnel du terme. On concevrait un CEO comme celui-là qui, bien sûr, a une vision, mais qui est rattaché à l'accomplissement, à ce qui est fini, à la réalisation, qui est quelqu'un d'assez pragmatique. Mais à échanger avec toi, tu accordes beaucoup plus d'importance à cet aspect abstrait et cet aspect transcendant. Qu'est-ce qui, pour toi, justifierait cela? Pourquoi est-ce que... Parce que j'avais ça avant de devenir CEO. Première chose. OK. Souvent, des gens superficiels deviennent CEO. En fait, le pouvoir renforce ce que ça trouve. Si tu étais quelqu'un de superficiel et que tu deviens patron, tu vas renforcer ça.
Et justement, et comprends-moi bien, comme j'ai dit, c'est pas parce que tu es comme ça que tu auras ce que tu veux, hein. Le monde ne juge pas, gars. Tu veux être quelqu'un qui veut te faire plein de fric et tu t'en fous de trucs, tu auras ce modèle-là et tu vas le faire. Moi, je veux me faire non seulement plein de fric, mais avoir un impact transcendant parce que j'avais ça avant et le fait d'être CEO a amplifié ça. Maintenant, est-ce que c'est forcément une meilleure méthode que les autres? Non. Elle a ses avantages et ses défauts. L'avantage, c'est que oui, ça fait que quand je connecte, je dis communique, je me connecte plus facilement à l'humain dans les autres. Le revers, c'est que ça me fait pas vite financer, par contre. Parce que quand je dois parler argent, vaut mieux que je parle comme un requin. Ce que j'ai compris un peu tard. Parce que, effectivement, la réalité, c'est que ce que je dis, c'est implicite. Je vais imprimer mon argent avec ça quand ça réussit. Mais la plupart des êtres humains n'étant pas arrivés là, vaut mieux leur parler la langue qu'ils connaissent. Et réserver ça pour des cercles où c'est voulu. Aujourd'hui, Kiro Games attire l'attention, je dirais, de plusieurs gourous à l'international. Récemment, tu as signé avec Xbox. J'aimerais que tu parles de ton partenariat avec des industries du gaming à l'international. Pas nécessairement Xbox, bien sûr Xbox y compris, mais d'autres partenaires dans l'industrie du gaming à l'international. Bonne question. Alors, sur notre parcours en tant que studio, on a eu plusieurs partenaires internationaux, directs et indirects. Je vais dire que le premier partenaire marquant, ça a été notre premier éditeur, Plugin Digital. Une équipe très sympa, dont c'est eux qui ont publié le jeu sur PC Steam, parce qu'en tant qu'entreprise camerounaise, on n'avait pas le droit de publier un jeu sur Steam à l'époque. Donc, on a eu un éditeur et puis ils nous ont aidé pas mal, vraiment des gens très sympathiques. Par contre, eux-mêmes, ils commençaient, donc c'était leur premier jeu, on était parmi les premiers jeux, donc ils ont fait pas mal d'erreurs sur le marketing de notre jeu. Ça m'a bien fait mal, mais ça reste des gens vraiment super. Et ça m'a aussi fait comprendre une réalité, c'est que aucun éditeur finalement ne va défendre ton jeu comme toi-même si tu n'as pas mis des clauses de résultat. Et que ce n'est pas une mauvaise chose de commencer avec un éditeur et de le lâcher, ce que l'on a peut-être fait tard. Et c'est eux-mêmes, ils le vivent pas mal, parce et il faut les comprendre, ils ont 10 jeux à tester, et leur travail, c'est pas s'ils lancent ton jeu pendant 3 jours, ça donne pas, il doit passer au suivant. Donc oui, si tu as un éditeur qui fait bien ces 3 jours et que vous gagnez, tant mieux, sinon, libère-toi vite et va faire ton truc, parce que toi, tu peux avoir la patience de vendre ton jeu pendant 5 ans, lui pas. Et c'est normal parce qu'il n'est pas fait pour. Non, c'est pas. Donc voilà, il y a eu ça. Ensuite, je dirais quel a été l'autre partenariat clé. Je vais pas dire un partenariat, mais un élément très très fort sur notre parcours a été le fait qu'on a été retenu. J'ai été retenu au YALI, qui était le programme de Barack Obama. D'ailleurs, ça a été un gros moment d'éveil parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais, mais qu'ils ont beaucoup consolidé en 6 semaines, en me donnant justement une formation d'élite mondiale qui est venu trouver une base qui était là, mais brouillon. Et de là, j'ai renforcé moi-même parce qu'ils nous ont appris aussi à apprendre tout seul pour compléter la suite. Donc ouais, ça a été costaud. De là, on a eu un pré-deal avec Disney. Ça a été aussi très marquant. C'est-à-dire, Disney voulait faire un jeu vidéo africain et il y avait plusieurs studios en compétition. Donc, on avait passé le premier tour. On n'a pas gagné le marché, hélas, mais entendre l'équipe de Walt Disney dire qu'on est un des studios avec le plus de qualité de travail qu'ils aient jamais vu. On n'a pas gagné pour des raisons... c'est-à-dire, en fait, c'était un jeu qui devait parler du Nigeria et on n'était pas au Nigeria. Il y avait un studio qui était à compétence égale et qui était sur place. Donc, voilà. Mais entendre dire que, gars, on les a épatés parce qu'on était professionnels, on était trucs, ça, c'est quand tu te dis, gars, j'ai grandi en voyant le travail de ces gens. Maintenant, je peux m'asseoir sur une table avec eux, discuter et voir comment la façon dont ils bossent, parce qu'ils nous ont donné leurs documents. Et c'était... Ça a été bon parce que les artistes ont vu, parce que souvent, quand tu leur dis de faire des trucs, ils peuvent se dire, ouais, mais c'est toi qui en veux trop. Non, ils ont vu. Et quand on regarde les gars, on dit que, gars, ça, c'est le Barça. Tu vois, non, tu vois quand les gars connaissent, ils connaissent. Donc, ça a été très, très édifiant pour l'équipe de vivre ça. Et je crois qu'après, on peut parler effectivement du partenariat Xbox, qui, eux, je les croise en Afrique du Sud, où je croise le responsable Xbox Afrique.
À l'époque, lui, en fait, ils ont un programme où ils veulent que les studios africains ils te financent peut-être $50,000 et tu fais une maquette de jeu pour qu'ils voient s'ils vont financer un vrai jeu. Bon, moi, je leur ai dit, si vous me donnez $50,000, j'ai un jeu qui est là, donc autant qu'on le mette avec ça sur Xbox. Et il a dit qu'attends, tu as un jeu qui est même, donc c'est encore mieux. Parce que lui, il se battait, on lui disait, ouais, mais est-ce que les Africains ont le niveau? Alors, il faut comprendre que ce n'est pas que le niveau de programmation. C'est quand tu travailles avec Xbox, si tu es exposé à des secrets industriels, on t'envoie du matériel de pointe qui est pas distribué en public. Donc pour eux, c'était plus, est-ce qu'on a atteint cette maturité professionnelle où ils vont pas voir le truc circuler après sur Twitter, tu vois un peu, est-ce qu'on a atteint un niveau où nos employés sont conscients de ce genre d'enjeu et on va pas, tu vois un peu. Donc c'était ça, et le fait qu'on ait réussi, ça a été un gros coup de signal qu'on a envoyé. Il faut dire que c'est pas commun d'attirer l'attention des grosses industries comme celle-là. Qu'est-ce qui pour toi caractérise, ou qu'est-ce qui pour toi est déterminant en ce qui est de partenariat, pour ce qui est des partenariats avec des industries à l'international? Tu as marqué implicitement la notion de qualité, de professionnalisme, d'excellence. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que tu pourrais mentionner qui pourraient attirer ces partenariats à l'international? Des partenariats sérieux d'ailleurs comme Disney ou bien Xbox. Toujours amener ça à qu'est-ce que l'autre gagne. C'est-à-dire la réponse que tu dois trouver avant d'aller sur une table, c'est qu'est-ce que Xbox gagne à travailler avec moi? Qu'est-ce que je peux leur apporter pour qu'ils prennent leur temps? Parce qu'à la fin de la journée, c'est aussi une entreprise qui doit payer ses factures. Donc, ne viens pas dire que tu vas être soutenu. Si même tu dois être soutenu, il faudrait que tu aies une proposition de valeur qui montre qu'on est soutenu. Moi, pendant 3 ans, mais au bout de 4 ans, vous gagnez peut-être 10 fois ça. Et là, dans ce cas, ce que Xbox recherche, c'est la capacité à avoir des studios qui vont peut-être pas être chers dans le coût de production, mais qui pourront produire du contenu inédit. Parce qu'en plus, quand ils ont des datas qui montrent que tu as beaucoup de Noirs américains, tu as la musique nigériane qui a conquis le monde. C'est nous les Noirs qui faisons plus d'enfants que les autres finalement aujourd'hui. Donc mine de rien, l'humanité qui se renouvelle est un peu africaine et latino, on va dire. Parce que nous, on fait encore plus d'enfants, même si on s'en occupe pas toujours très bien. Mais voilà. Et donc, ils ont des stats qui montrent que, gars, sur les 10-20 prochaines années, disons 50 prochaines années, il y aura peut-être plus d'Africains sur Terre que de Japonais. Donc, on aurait intérêt à embrayer dès maintenant. Et aujourd'hui, quelle est ta perspective quelle est ta vision par rapport au gaming en Afrique? Vois-tu, les statistiques disent que les prédictions de PwC disent que d'ici 2026, l'industrie du gaming au total mondial serait à 321 milliards de dollars. Et il y a également une autre étude statistique de 2023 qui disait que l'Afrique subsaharienne, juste en 2024, projette environ 1 milliard de dollars en termes de budget général, pour ce qui est de l'industrie du gaming. On a dépensé en Afrique 1,8 milliard de dollars en jeux cette année 2023 et il s'est projeté à 2,7 milliards en 2027 de dépenses. C'est petit quand tu regardes les 320 milliards du marché, mais l'Afrique a un truc intéressant, c'est qu'on ne fait pas les plus gros chiffres pour l'instant, mais on fait les plus grosses marges. C'est-à-dire que quand tu vois les gars mourir dans le business des telcos et autres, c'est que l'Afrique t'offre de très belles marges. C'est-à-dire que, OK, tu vas peut-être pas faire 100 millions de chiffre d'affaires, mais sur peut-être les 20 millions que tu fais, tu as peut-être des marges de 10 millions de profits. Là où de l'autre côté, souvent, tu as des giga chiffres, mais ta marge est comme ça. Tu vois. De l'autre côté aussi, il faut voir une chose. C'est, mon avis, c'est quoi? Le gaming peut être un très gros catalyseur de pouvoir financier. C'est-à-dire, il y a moyen en Afrique aujourd'hui encore de faire des jeux qui peuvent imprimer leur argent. C'est littéralement ce que nous on veut faire là avec le projet Le Responsable. C'est-à-dire, tu peux encore faire des jeux parce que tu as la chance d'être le premier jeu addictif de quelqu'un.
C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui, comme tu dis, jouent à Candy Crush en passant, mais tu peux être la première expérience Metal Gear, tu vois, le truc qui fait que tu te connectes à ce qui se passe dans cette chose et ton émotion est dedans pour la première fois. Tu peux être Mhm. ça pour quelqu'un. Personne n'oublie sa première fois quand elle a été bien faite. C'est un branding énorme. Donc, il y aura un golden age du jeu vidéo qui va arriver tôt ou tard. J'espère qu'on sera dans cette vague, en tout cas on se bat pour, où des gens vont avoir des chiffres faramineux, là, les 100 millions par an de profit pur. Après, évidemment, ça va se structurer, la compétition aura plus de facilité d'entrée, les joueurs seront plus exigeants, ils voudront, voilà, voilà, et ça va diminuer ou ça va varier. Mais ce qui Mhm. sera intéressant, c'est que si tu as un studio qui, pendant cette golden age, tu as une approche comme la nôtre, genre, OK, je vais peut-être me retrouver 100 millions de profits en une année. Euh, je vais garder 50 millions pour la boîte, les dividendes aux actionnaires, tout ce que tu veux. Mais je vais utiliser 50 millions pour faire des placements financiers sur des trucs extrêmement stratégiques, tu vois, sur lesquels la plupart de l'élite africaine panique au bord de la piscine. Parce que je vais le dire simplement, moi je veux le pouvoir en fait. Pour moi, le gaming, c'est une porte d'entrée au pouvoir du futur. Je sais pas, j'aime bien dire que si tu regardes le monde, tu avais les généraux, les soldats qui avaient le pouvoir. Ensuite, c'était genre, ouais, si tu ne fais pas ce que je te dis, je te tue. Et ils ont dominé le monde avec ça. À un moment, les religions ont dit, bon, on va prendre le pouvoir. Et ils ont dit, bon, nous, on va faire dire aux soldats que nous, on sait ce qui se passe après la mort, qui est encore plus puissant que ta peur de la mort. Donc, moi, si tu m'écoutes, moi, je te garantis qu'après être mort, tu iras d'un bon endroit. Ça a rendu les religieux plus puissants que les généraux à un moment. C'est des trucs, hein, c'est des castes qui s'entendent et travaillent dur pendant 50 ans, 200 ans, mais ils prennent le pouvoir. Les religieux géraient tout, ils étaient au-dessus des rois. Ensuite, Charlemagne, un politicien, s'est dit flemme. Il faut qu'on prenne le pouvoir à ces gens. Et là, il s'est dit, OK, le point faible des religieux, c'est pas la mort, la peur de la mort. Ça, ils ont gagné, tu peux pas battre ça. Mais on va faire que leur point fort part du fait que les gens sont ignorants. Donc, pour les battre, on va faire que tout le monde fasse l'école. Ça va prendre le temps que ça prend, mais quand tout le monde sera capable de lire la Bible, ce sera un peu plus difficile pour un prêtre de dire que c'est écrit ici que tu dois me donner ta femme. Tu vois un peu. Mhm. Donc, et à un moment, les politiciens ont donc créé un monde dans lequel les religions ont baissé parce que l'éducation a rendu les gens moins crédules et plus critiques, ce qui fait que ça a laissé un monde pour la diplomatie, la négociation, où les politiciens ont pris le pouvoir. Pendant que les politiciens vivaient leur meilleure vie, les financiers aussi se sont fâchés. Gars, dis donc, on laisse le pouvoir. Et ils ont organisé un monde là où, par exemple, les politiciens géraient les campagnes, estimaient que leur comptable, leur trésorier ne fait rien. La logistique qu'ils ont bâtie est devenue tellement faramineuse qu'un politicien ne peut plus gérer ça lui-même. C'est un peu comme quand tu as beau être un terrible industriel, un informaticien entre chez toi, il met un serveur Linux qui est bien bizarre là, et les gars vivent ça comme ça. Tu as ta PME, tu es tout, mais le gars entre et il s'arrange pendant 5 ans à mettre un serveur où toutes tes données sont. Mais personne n'a pas, lui, ne peut comprendre ce qu'il fait. Il y a beaucoup de mauvais informaticiens qui font ça, ils ne laissent aucune doc et il devient un roi sur place. Documentation. Ouais, parce qu'après tu dis, mais pourquoi on ne vient pas ce monsieur, gars? Parce que le gars a 10 ans de data, gars. Et que si tu le vis, tu ne sais même pas par où tu commences, tellement il a mis des couches et des couches pour compliquer ton truc. Donc, les banquiers ont fait pareil. Ils ont compliqué la finance à un niveau, gars. Finalement, c'est eux qui dirigent les politiciens aujourd'hui, plus que tout. Et pendant qu'ils avaient bien consolidé leur travail dans une belle boîte noire, en mode, ouais, plus personne va entrer là-dedans, on a trop bien réfléchi. La tech a vu que, bon, votre piège, c'est la vitesse. A dit parce que vous avez ralenti le process nous on amène le combat au fait que tu n'es pas plus rapide, tu meurs. Et la tech Mhm. aujourd'hui, sur quoi, 50 ans, est en train de prendre le pouvoir à la finance. Donc, on peut continuer comme ça, mais c'est pour te dire que moi aujourd'hui, je pense qu'en Afrique, on a l'endroit où c'est les hommes d'affaires et les artistes qui devraient prendre le pouvoir en allant sur le point faible de ce que finalement les politiciens et les financiers, sur le cas de l'Afrique en particulier, n'ont pas pu faire. Donc, il te faut créer un pouvoir économique que tu vas avoir par le divertissement, le jeu et l'inspiration et générer des modèles qui font que les gens, au-delà de jouer, grandissent. Et si Mhm. tu prends de l'argent et que tu investis maintenant, donc tu crées une boîte qui fait du JV d'un côté et de l'investissement de l'autre sur les gens
qui sont comme toi, en fait, qui ont cette flamme, cet appel, et vous créez des résultats qui créent plus de prospérité autour sur des choses encore plus terre à terre. J'aime bien prendre un exemple très bête. Aujourd'hui, par exemple, il suffirait de poser des éoliennes au Cameroun et on n'a plus de problème d'électricité. Tu vois, ça dit, c'est solution connue. Tu peux prendre des éoliennes, tu organises ça bien, ça délocalise, ça décentralise le problème d'électricité et je crois certaines éoliennes produiseraient assez pour des quartiers entiers. Et c'est un truc qui, honnêtement, en 2 ans d'exécution, 3 ans, une technologie qui existe, on importe ou on fait même fabriquer sur place avec les brevets. On peut même fabriquer sur place, c'est du fer. Ça te crée une petite chaîne de valeur. On fabrique au Cameroun et on vend ailleurs. 2, 3 ans, 5 ans d'un pays normal, 3 ans on le pose. Bon. Maintenant, pourquoi on n'y arrive pas? Parce que tu as un gouvernement corrompu de gens qui comprennent pas le logiciel, le truc. Donc, quelque part, si tu veux faire un tel projet, il faudrait que tu sois prêt à, par exemple, brûler, je dis n'importe quoi, $1 million en pot de vin. Tu vois, ce qu'aucun gars comme toi qui rentrerait de l'USC, des trucs ne pourra faire. Ou aucun gars de la Banque mondiale ne pourra faire. Il y a un workaround que moi, je peux faire. Moi, j'ai mes 50 millions, je veux lancer un tel projet. OK. Je prends 1 million. Et au lieu de dire que je fais des pots de vin, je fais de la consultation gouvernementale. Donc, j'estime que tous les gars à qui je donne l'argent sur le chemin, pour moi, c'est des consultants qui m'aident à naviguer dans un appareil administratif. Du coup, je suis légal, c'est transparent. Mais en même temps, moi, je fais avancer les trucs. Parce que je respecte, je viens pas gagner le combat sur lui. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand moi, j'ai posé mon système d'éoliennes dans tout le pays, en ayant contourné leur problème de bananerais, là, moi, j'ai l'effectivité. Et de là, quand tu te retrouves au début, je connais mes gens, ils vont te dire que ouais, tu as les deals, le gouvernement doit te payer, il entre dans sa phase où il fait les 2 ans sans te payer parce qu'il est sûr qu'il est en train de t'entuber. Toi, tu réfléchis comme Google réfléchit à YouTube. Ce n'est pas un problème que je ne fais pas de chiffres bruts. Genre, je paie même peut-être, je dis n'importe quoi, 10 millions par an sur le truc. Parce que j'ai mes 50 millions qui viennent du JV. Je fais des placements boursiers stratosphériques qui transforment mes 50 millions en 100 millions, par exemple. Donc, j'ai du cash, j'ai des alliances bancaires qui font que je peux absorber la perte brute. Par contre, je suis en train de prendre autre chose. Le jour où j'ai 40%, 60% de l'électricité de mon pays, tu imagines la capacité que j'ai à négocier avec le pouvoir politique pour dire, bon, OK, il y a des intouchables dans votre système, mais on voudrait que le système éducatif du pays soit réformé. Donc, au nom des 60% d'électricité que j'ai, je viens en paix, je ne viens pas vous demander, mais on aimerait quand même que vous mettiez telle personne efficace là-bas. Que moi, je veux le truc parce que vous aimez bien avoir le courant chez vous. Donc. Voilà. Et petit à petit, tu peux te retrouver en train de prendre le pouvoir technique des pays. Pas parce que tu veux être le roi et que tout le monde mais parce que tu veux le redistribuer aux personnes compétentes techniques. Ouais, tu veux changer les choses. En fait, pour que tout le monde, même les corrompus actuels, aient un meilleur monde. Voilà en fait le pouvoir que j'ai aujourd'hui, que cette capacité à entrer dans une pièce et faire que des corrompus comme des gens intègres, chacun est ce qu'il veut. Parce qu'aujourd'hui, hélas, à part si tu as le courage d'aller en route et je veux pas qu'on vienne me porter. Moi, j'ai pas cette force-là ceux qui le feront et qui y arriveront, peut-être, ça va être un bon point. Mais il y a aussi un truc qui est compliqué, c'est la Révolution française. Tout le monde imagine les gens qui vont prendre la Bastille et qu'après, quand ils redescendent, la France a marché. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que c'était 4 ans de période infernale où on tuait, où on truc. Parce que quand tu vas monter vers, disons, Etoudi au Cameroun, tu vas te dire, oui, on est 1000 Camerounais, nous montons, on en a ras-le-bol, on va changer le pays. La réalité, c'est que, à cause du système qui est là, tu as 600 gars qui étaient au quartier, qui n'avaient rien à foutre de leur vie, qui sont dans la foule avec toi. Donc, quand vous finissez de chasser le problème, et que tu dis, OK, rentrons, arrangeons le pays, tu as 600 gars qui n'ont aucune notion d'économie, aucune notion du mérite, qui ont grandi en se disant que les gens volaient pour être riches et qui viennent de comprendre qu'on vient de chasser l'armée. Donc, il ne comprend rien à l'argent. Lui, il était dans un monde où il faisait les abdos tous les jours, l'ego le barrait, et on lui disait qu'il n'a pas les dos. Et subitement, parce qu'il a une machette, il peut violer la fille qu'il veut, prendre ce qu'il veut dans la boutique qu'il veut. Pourquoi tu voudrais, diable, qu'il accepte de revenir à la civilisation? C'est ce que les gars ont dans les M23, les trucs, même au Nosso, quelque part, c'est ce qu'ils ont eu.
des gars qui ne foutaient rien, ont eu un monde où ils sont devenus les rois. Et dans le système actuel, c'est plus ça qui me fait peur. Tu vois un peu. Donc, je dis pas que j'ai forcément une meilleure solution, mais je crois au fait que ma partition, c'est de créer du pouvoir financier pour investir sur du pouvoir. Je vais dire ça comme ça. Cette description, très belle description d'ailleurs que tu viens de faire concernant la répartition des pouvoirs, passant par une personne même d'ailleurs, me fait penser principalement à Elon Ce sera Musk. un groupe plus qu'une personne, je tiens à le dire. Plus un groupe qu'une Ouais, personne, ouais, c'est très important. Tu certainement. fais pas ça seul. Certainement, certainement. Ça me fait penser à Elon Musk et sa philosophie actuelle avec toutes ces différentes industries. Il se retrouve à être littéralement un des hommes, si pas le plus puissant du monde, avec tout ce qu'il a actuellement en son pouvoir, sous son contrôle. Il salue donc une certaine marge de faire changer pas mal d'aspects dans la société. Mais, sachant qu'on a parlé de technologie, tu as parlé de la technologie qui actuellement a eu à dominer même sur le système financier. Aujourd'hui, Du on moins, a elle est en train d'y travailler. Ce n'est pas encore le cas, mais elle y travaille. On a l'IA aujourd'hui qui est en train de faire ses prouesses également. Comment est-ce que toi, tu vois le futur du gaming concilié à l'intelligence artificielle qui est en train de faire ses débuts? Ça va changer. Le jeu vidéo va changer. Le jeu vidéo est en train de changer. Ce que j'ai connu ne va plus exister. Et il faut directement s'arriver, sinon tu risques de faire l'erreur de... Tu vois, imagine un peu les cinéastes, par exemple, camerounais ont eu ce problème à un moment. C'est que tu es dans les années 70, tu es de la même génération que Scorsese, donc tu veux faire des projets comme Scorsese, mais ça te prend 20 ans pour trouver le même soutien que lui, il a trouvé en 2 ans. Du coup, quand tu sors enfin ton film, il y a les années 90 où le cinéma a changé. Tu vois un peu. Quelque part, le jeu vidéo, je sais, Kiro, par exemple, on a ce challenge-là. Orion, tel qu'il a été pensé à l'origine, a été pensé pour mon époque. Pour mon époque de héros, de trucs, où seuls les gens qui avaient déjà réussi vont continuer à vendre. Mais mon fils, par exemple, ne joue plus comme moi. Je l'observe, c'est une autre génération de gamers, ils veulent autre chose. Donc, il faut repenser les choses. Et l'IA va être un outil qui va changer les choses. C'est-à-dire, il y a des métiers qui vont disparaître, il y a d'autres qui vont émerger. C'est comme tout, non? C'est-à-dire, quand l'ordinateur est arrivé, ça a tué... quand le smartphone est arrivé, ça a tué l'appareil photo, le cybercafé, mais ça a créé le callbox. Tu vois, ça a créé le callbox, ça a créé Orange Money, ça a créé... Et le challenge d'une boîte comme la nôtre, ce serait d'être un peu comme Disney. Walt Disney a vécu la plupart des transformations. Ils sont en train de vouloir aborder le streaming. C'est bien, c'est pas bien. Donc voilà. Moi, l'IA va faire changer les choses. Là, je code avec l'IA. Bon, il y a le branding de l'IA aussi. Hein. Ça peut pas vraiment tout faire comme les gens racontent là. Il y a toujours ce petit côté... Par exemple, elle a ce problème, justement. C'est très compliqué que l'IA arrive à générer la même chose de façon constante, au stade où elle est aujourd'hui. Tu vois, elle amplifie le problème humain, c'est-à-dire le problème qu'on avait déjà avec les humains, c'est que tout le monde peut faire un dessin en passant, mais réussir à faire 50 fois le même dessin et le faire bouger, varier de façon subtile. Tu vois, ce qui fait finalement un bon acteur, c'est pas le jeu, le truc, c'est la subtilité des expressions. Ce qui fait que DiCaprio est phénoménal, c'est que le gars, il va te faire 35 minutes de monologue où il enchaîne toutes les micro-expressions comme il faut. L'IA aura du problème à atteindre la maîtrise. Je crois qu'elle n'y arrivera jamais. Par contre, elle va nous faciliter le travail qui n'est pas celui de la maîtrise. Son danger, c'est que comme on n'a pas créé une économie qui est autour de... Ça va créer un monde dangereux pour les gens moyens. Et le problème, c'est que ne pas être moyen n'est pas... Les gens n'ont pas les mêmes chances. Les gens ne naissent pas les mêmes chances pour ne pas être moyens. Donc, c'est ça qui est problématique. Ça va créer un monde où on n'a plus besoin des gens moyens. C'est un monde où les gens comme moi, par exemple, qui ont eu la chance d'être éduqués, machin, à un certain niveau, risquent de ne plus avoir besoin de personnes moyennes. Et ce n'est pas une bonne chose parce que tout le monde n'a pas eu les mêmes départs.
Et Donc, comment est-ce que Kiro Games aujourd'hui se prépare donc par rapport à ce changement-là? Tu venais j'essaye de de faire faire comprendre que vous que, commencez déjà. j'essaye de faire que les gens qui sont moyens l'utilisent pour accélérer le fait de devenir excellent, en fait. C'est-à-dire que j'ai par exemple un artiste qui a souvent beaucoup de mal, justement, à gérer les subtilités, les trucs comme ça. Et aujourd'hui, c'est le meilleur c'est celui qui utilise le mieux l'IA au studio. Et je crois que paradoxalement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que finalement, les gens moyens peuvent l'exploiter pour que, effectivement, ce qui les dérange, l'IA le fait pour eux. Et eux, maintenant, ils concentrent la capacité moyenne à faire les détails. Tu vois un peu. Ça peut être pour moi le paradigme qui fait que du coup, l'humain reste valuable. Mais on élimine la partie moyenne, même chez les gens moyens, pour que l'excellence soit beaucoup plus globalisée. Mais on cherche, on n'a pas encore trouvé. Nous-mêmes, on cherche comment l'appliquer de façon saine. Et aujourd'hui, quelle est ta vision? Certainement, je la crois optimiste par rapport à l'IA, par rapport au gaming. Oui, repose la question. Aujourd'hui, quelle est ta vision par rapport au gaming africain sur 50 ans? OK. On a une chance inouïe aujourd'hui en Afrique, mais qui ne va pas durer. On a un marché qui est là, qui est latent. Les gens jouent, c'est juste pas très structuré. Et on a la chance ultime, pour l'instant, que les étrangers n'arrivent pas encore à le structurer mieux que nous-mêmes parce que ce qu'ils viennent appliquer ne marchera pas pour l'instant. J'insiste sur pour l'instant. Mais ça ne va pas durer parce que il y a beaucoup d'entre eux qui vont commencer à venir vivre en Afrique, comprendre l'Afrique, et ils auront le soutien financier de là-bas et ils seront imbattables. Ce n'est qu'une question de temps, tu vois. Donc, s'il faut que le jeu vidéo soit owned by des Africains, on est dans la petite fenêtre où les studios locaux doivent réussir à justement, parce qu'ils ne sont pas financés trop par l'extérieur, vu que l'extérieur attend de financer leur personne. À l'intérieur, comme tu as dit, les Africains ont l'impression qu'ils ont d'autres problèmes et plus urgents. Donc, il y a un entre-deux là qu'il va falloir là, gérer avec des bûchettes d'allumettes. Parce que si tu y arrives, la manne financière, comme je t'ai dit, du Golden Age, où à un moment, tu te retrouves en train d'avoir créé, imagine un peu 60 millions d'Africains qui te donnent 150 francs par semaine. 15% d'entre eux mettent 150 francs par semaine en moyenne. C'est ça qui te donne 100 millions de dollars par an. Donc, il y aura un Golden Age. Il y aura un Golden Age. Maintenant, est-ce que ce Golden Age sera porté par des Africains qui, du coup, vont renforcer l'industrie locale, tout comme les Nigérians l'ont fait à la musique? Il y a eu un Golden Age. Ils sont dans le Golden Age du truc, mais ils se sont assurés que ce soit porté par des Nigérians qui, du coup, renforcent les nouveaux talents. Ou on va plutôt faire un peu les mêmes erreurs souvent, c'est-à-dire on va être un gros vivier de consommation et ce sera encore une opportunité. Moi, je me bats pour qu'on le possède le plus possible, pour que même quand d'autres viennent, ce soit en passant le plus possible par nous, qu'on ait l'infrastructure, parce que de là, on est libre d'exploiter ce gros vivier pour développer autre chose. Et je crois que le jeu vidéo peut être un catalyseur de notre position géostratégique. En termes de géostratégie, si la Chine a dit on va être l'usine du monde, la France, l'Europe a dit on va être les services du monde, les États-Unis, je suis parti. Oui, les États-Unis ont dit on va vendre des armes au monde et on va dominer militairement et technologiquement sur certains plans. Bref, chacun trouve son couloir. Tu peux pas tout être. L'Afrique aujourd'hui, on nous a relégués à vous êtes les matières premières du monde. Et encore, vous les vendrez mal. Moi, j'aimerais bien, et les matières premières, ça finit. J'aimerais bien poser le fait qu'on devienne l'art et la culture du monde. C'est-à-dire, ma vision, c'est faire de l'Afrique une chaîne de valeur dans laquelle 1 million de touristes peuvent venir chaque mois dépenser 10 000 dollars et créer au moins 10 millions d'emplois directs et dans les 200-300 millions d'emplois indirects. Ça, c'est mon héritage avec Hiro que j'essaye de bâtir. Et le jeu vidéo, avec ce qu'il peut apporter comme expérience humaine, parce qu'en créant des jeux, ça te pousse à un niveau d'extrême où tu apprends comment rendre les gens excellents dans un environnement pénible, mais aussi le boost financier que tu peux avoir en cas d'un gros hit sans avoir des contraintes de matières premières, de scale, tout ça, ça peut être puissant.
Aujourd'hui, avant qu'on C'est ne pas sûr que termine, j'y arrive, mais c'est ce en quoi je crois. j'aimerais chuter sur l'aspect héritage que tu as Il mentionné de faudra, Kimo j'ai Games. encore 20 minutes, hein, parce qu'il faudra que je cours sur un Oui, autre rendez-vous. Mhm. oui, justement, avant qu'on ne termine, j'aimerais que tu nous dises comment est-ce que tu garantis cet héritage-là que tu laisserais à la future génération de gamers, en Afrique en particulier. Il n'y a pas de Héritage en termes garantie. de valeur, en termes de connaissances. Quelle est ton approche? Voilà, c'est encore mieux. Quelle est ton approche pour transitionner et passer, voilà, cet héritage? Bah, c'est déjà de participer à des calls comme ceci où je suis très transparent sur ce qu'on vit comme défis, réalités et autres. J'essaie aussi d'écrire mon mémoire au fur et à mesure que j'évolue. Évidemment, je crois qu'il y aura deux éditions. L'édition pendant que je suis vivant et l'édition quand on est à tous morts. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire du vivant de certaines personnes, on va dire. Mais non, j'essaie d'être très transparent sur comment on évolue. J'essaie de partager au max quand je peux, parce qu'il faut que je travaille aussi, mine de rien. Et je mets beaucoup de symboles dans tout ce qu'on crée. Si vous jouez au rayon, si vous regardez, vous lisez les BD, je t'ai parlé tout à l'heure de à quel point il y a un symbole dans Naruto qui parle de comment évoluer alors on n'atteint pas son idéal. Je mets énormément de ça dans littéralement chaque page de Orion. Il y a un symbole pour quelqu'un qui veut décoder. C'est-à-dire vraiment, c'est ça, même dans le responsable. Derrière chaque blague, il y a toujours énormément de trucs. Donc ça, c'est notre process de création. Kiro ça vient de Kiro Maono en Swahili, qui veut dire vision spirituelle. Et si tu vois en dessous du logo, c'est écrit Gamer Spirit Design. C'est pour dire des jeux dans l'esprit du gamer, qu'on est des gamers, mais aussi des jeux pour l'esprit du gamer. Donc c'est ça, le Gamer Spirit Design. Donc voilà, transparence, partage d'expérience, essayer de bâtir une communauté. C'est dur, hein, parce que tu as la parole et l'acte, mon frère. L'acte, là, c'est la discipline de ça. Mais voilà. Certainement. Merci encore, Olivier. Merci pour ta disponibilité. J'ai une dernière question à te poser, qui est de savoir qu'est-ce que tu recommanderais comme ressource à ton ancien, à ton jeune toi. Comme ressource, ça peut être un livre, ça peut être une vidéo, ça peut être quelque chose qui a changé littéralement ta vie. Une seule chose que tu recommanderais, qu'est-ce que ce serait? Que j'aurais aimé qu'il voit plus tôt. Oui. Bon, alors j'ai l'impression qu'il a tout vu au bon moment, hein. C'est un peu ça quand je suis honnête. J'ai l'impression. Mais si je devais dire, je lui dirais. En fait, les trucs qui ont été très déterminants, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment tombés au bon timing, pour être honnête. Je suis pas sûr qu'avant, ça aurait pris. Et de tout cela, qu'est-ce qui... Et de tout Je cela, dirais qu'il y a, quelle est la ressource que il y a tu une recommandes? trilogie qui m'a marqué, qui a beaucoup changé les choses. C'est la trilogie Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Superbe livre sur... c'est un de mes gros livres de vie, on va dire. Il y a évidemment les fondamentaux, hein. L'alchimiste de Paulo Coelho, j'appelle ça la maternelle, tu commences par là. J'ai aussi des chaînes, mine de rien, qui sont pas mal. Des chaînes comme Mind Parachute. Donc, c'est quelqu'un qui résume des livres importants en 15 minutes animés, parce que c'est compliqué souvent d'avoir le temps de lire. Donc, au moins, tu peux avoir des résumés de livres à quintessence. Je lui dirais de regarder une vidéo YouTube par jour qui parle d'un sujet de la vie, ce que je fais. Je regarde au moins 2 par jour, le matin, à midi et le soir. Je regarde sur des petits documentaires de 15 minutes sur quelque chose. C'est très important parce que ton subconscient accumule des trucs. Je lui dirais ce que je te dis, c'est-à-dire il n'y a pas de réponse absolue, sois gentil avec toi-même. Très importante, sois gentil et patient envers toi-même. Il n'y a pas de réponse absolue, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de secret qui garantit le succès à tous les coups. Ça n'existe pas. Tu vas échouer. Merci Arrête beaucoup. d'avoir peur d'échouer. Tu vas échouer, c'est pas un débat. Arrête de croire que tu vas réussir. Tu vas échouer. Ce qui compte, c'est ce que tu auras avancé. Tu vas échouer, tout le monde a échoué, personne n'a fait ce qu'il voulait faire. Moïse n'est pas entré dans la terre promise, Jésus n'est pas descendu, Jésus n'a pas sauvé tout le monde, Dieu même n'a pas réussi à faire que tout le monde l'aime de façon truc. Alors toi qui
pour te dire que, ouais, derrière chaque projet que les gens voient, le cercle proche, c'est toujours les 80% des objectifs qui ont été abandonnés. C'est-à-dire, quand toi, tu vois une présentation réussie à l'E3, et je me rappelle, parce que ça m'avait marqué. Souvent, en tant que studio, je me disais qu'il n'y avait que moi qui avait la poisse, qu'il n'y avait que moi qui, quand un truc sort, je revois comment on a raté le petit passage du trailer. Si je me dis, oh merde, parce que le gars a refusé, n'a pas compris qu'il devait changer tel truc. Et ça passe. Moi, je vois. Et je me dis, flemme, c'était pas parfait, les gens réussissent parfait, nous, on n'y arrive pas. Est-ce que tu sais que quand Michael Jackson a fait le premier moonwalk à la télé, tu vois un Ok. peu, ça dit, il y a une image historique, c'est Michael Jackson chante Billie Jean, et à un moment, il fait le premier moonwalk à la télé, et il se met sur ses pieds, et il atterrit, et il continue de chanter. Moment phénoménal. Quand il sort de scène, il pleure, parce qu'en fait, il a raté son pas de danse. Tu vois, c'est-à-dire, dans tout l'entraînement qu'il avait fait, quand il devait être sur ses pieds, il devait rester là 5 secondes, les gens devaient hurler, et il devait redescendre, mais il a tenu 2 secondes parce qu'il a mal pris appui. Tu vois un peu. Et les trucs, et pour lui, ça avait gâté le moment. Mais quand il sort, c'est son coach qui lui dit, mais tu es malade, tu viens de faire l'histoire, gars. Donc, ça n'existe pas le moment parfait. Quand tu suis les backstage de la présentation du iPhone, quand Steve Jobs monte sur scène, il n'y a que 3 iPhones sur Terre. Son équipe les lui apporte littéralement 10 minutes avant. Tu vois, souvent on se dit, ouais, ils sont Apple, les gars sont préparés. C'est sûr que c'était près 4 jours avant, carré, les pros. Gars, son équipe est arrivée 10 minutes avant que le gars arrive sur scène. Ils ont bourlingué et dans les 3 trucs, il y avait qu'un qui s'allumait. Et les gars lui ont dit, quand tu montes là-bas, gars, il y a peut-être 2 icônes qui marchent. Donc, dans le gars était avec Ce un n'est que charisme les mondial. Si tu y touchais autre chose, ça ne donnait pas. Tu vois un peu. Donc, quand tu suis, il y a une chaîne là qui s'appelle Binge Doctor qui donne les coulisses de chaque série. Gars, c'est pas différent du Cameroun. En fait, le truc que je réalise de plus en plus, c'est que derrière les succès que nous on voit en tant que souvent peuple camerounais, nous on voit la perfection, l'exécution, mais en fait, quand tu suis, tout le monde vit son chaos. La seule différence, finalement, c'est qu'il y en a qui ont intégré que le chaos fait partie du chemin. Tu vois, il y a une scène dans Game of Thrones qui est là, c'est-à-dire, tu vois, dans Game of Thrones, il y a la scène où il y a le combat pour sauver le nain, là. C'est-à-dire, il y a le nain qui est en procès et il y a quelqu'un d'autre qui se bat pour lui. Pendant qu'il se battait, il devait tourner la scène. C'était un combat un peu en bord de mer, comme ça. Ils sont en train de tourner la scène. Ils ont le budget, la chaleur, les armures chauffent. C'est chaotique à tourner parce que nous, on voit ça. Mais il fait chaud. Donc, les gars sont sur armure, ça brûle les peaux des acteurs. C'est invivable. Et la scène, ils devaient la tourner en 1 journée ou 2 journées. Ça a pris 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'il y avait Bruce Willis qui passait ses vacances dans le coin avec son bateau. Et quand on lui disait de ne pas passer à côté, il disait allez vous faire foutre. Vous allez voir. Donc, ils étaient obligés de tourner quand le gars n'était pas là. Donc, c'est des trucs, plus tu lis sur comment les meilleurs vivent, plus tu te rends compte que, gars, tu vois, non, c'est chaud. Tout. Et ça permet de relativiser le jour où je vais les choses. expliquer ce que nous on a vécu pour sortir le jeu sur Xbox, moi j'étais sûr que c'est qu'on était nuls parce qu'on a vécu tellement de trucs, c'est-à-dire tellement de rebondissements. C'est-à-dire le nombre de rebondissements qu'on a vécu en backstage pour que le jeu s'y sorte sur Xbox. Et les deals que c'est presque annulé, le truc repart. Après, tu relances. Je vais même te dire un truc, parce qu'on est sorti, on a eu un grant. Juste pour te dire, le jour où le grant qui devait arriver, ils ont fait le virement, par exemple, à la mauvaise boîte parce que la personne avait oublié de changer, parce que Wise a changé le compte bancaire et on n'avait pas mis à jour là-bas. Donc, tu imagines, tu attends un argent urgent qui devait régler, je sais pas combien d'apocalypse là, et tu vois comment le virement est arrivé, c'est reparti. Et là, tu dis, what the fuck? Mais après, quand tu discutes avec eux, ils te disent que non, tout le monde vit ça. C'est que même tous les grands studios dont vous n'êtes pas exceptionnels, et que vous n'aimez pas tant parce qu'en général, c'est souvent nous qui poursuivons les studios. Là où vous écrivez à 2 heures du matin, vous répondez vite. Là où nous, on est obligés de poursuivre un studio comme mon frère. Vous êtes sûr que vous voulez que votre jeu la sorte. Donc voilà, ça te décomplexe un peu.
Alors évidemment, Oui, il y a ça quand c'est même un sûr. standard, hein, il faut quand même se préparer. Faut pas, c'est pas que les gens viennent et c'est l'Éternel qui gère, non. Mais entre la préparation et l'exécution, c'est compliqué. Mais ceux qui se préparent ont quand même toujours un avantage. Non, définitivement, définitivement. Merci encore, Olivier, merci. Il faut dire que ce que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est ta transparence, cette idée-là d'être vraiment transparent et de véhiculer, de partager. Et on a malheureusement beaucoup peu de leaders africains qui pensent en termes de génération et qui sont prêts à partager avec les autres. Et ça, c'est vraiment remarquable. Merci encore Merci. pour ta disponibilité. Merci beaucoup pour l'échange et je te souhaite du meilleur. Je te souhaite du meilleur dans tes projets actuels. D'accord, maintenant j'aimerais un peu dire un truc rapidement, peut-être, si tu permets. OK. Alors aujourd'hui, effectivement, en tant que studio, parce que je reste un homme d'affaires, en tant que studio, on est sur un projet très ambitieux. C'est-à-dire, on est en train de réaliser, je ne sais pas si au montage, tu pourras mettre les images du jeu d'ailleurs, dont je parle. On est en train de réaliser un jeu qui est une simulation parodique de la vie en Afrique, qui va faire rire 170 millions d'Africains toutes les 5 minutes. C'est-à-dire vraiment, c'est le jeu où on va tous être des fonctionnaires d'un gouvernement fictif, mais on va gérer nos réalités, les dot, le mariage. Mais l'idée, c'est que la promesse du jeu, c'est que tu vas rire toutes les 5 minutes. Et en même temps, tu vas te retrouver en train de vraiment vivre tout ce que j'ai dit, les backstage du pouvoir. Donc, tu imagines, tu es avec d'autres joueurs, vous êtes des fonctionnaires dans une ville et vous recevez un projet, par exemple, sur l'électricité, vous décidez de voler l'argent ou de réaliser, vous vivez les conséquences ensemble. Maintenant, le truc, c'est que c'est un jeu qui va imprimer son argent en Afrique. Mes chers compatriotes mbouanais, l'heure est grave. Le pays va mal. Les jeunes cherchent le travail, il n'y a pas. Nos routes sont cassées partout. L'insécurité monte et chacun fait comme il veut. Nous, le gouvernement, nous devons hélas admettre que ça nous a dépassés. Nos fonctionnaires sont saturés et ne peuvent plus répondre aux attentes de la nation qui est aussi trop pressée. Mais on ne peut pas laisser le pays comme ça. Il faut qu'on arrange. C'est pourquoi, sous très haute instruction de notre grand président fondateur et guide, son Excellence Raoul Boutel Mugabian, vous pouvez tous, dès maintenant, devenir des hauts fonctionnaires de la République du Mboa et venir arranger avec nous. Venez travailler au ministère général pour gagner de l'argent. Répondez aux questions des usagers mbouadais. Traitez les dossiers très sérieux du ministère. Dépensez votre argent en équipant votre maison de fonction. Mangez et buvez dans les meilleurs restaurants. Amusez-vous dans les snacks la nuit. Gérez votre vie de couple. Passez de bons moments avec votre fiancé. Mais la vie d'une élite Mboa, c'est aussi beaucoup de tentations. Résisterez-vous aux avances des Mbouanaises attacatoires sur WhatsApp? Quel camp allez-vous choisir dans la guerre de pouvoir au bureau? Est-ce que vous allez résister à la corruption ou céder? En tout cas, selon vos choix, vous aurez plusieurs résultats. Il faudra seulement assumer. Téléchargez le responsable Mboa sur votre mobile et venez rire toutes les 5 minutes. Ce qu'on a réalisé, c'est que la cible qui dépense le plus en Afrique, c'est le jeune adulte africain, entre 25 et 40 ans. C'est lui qui paye dans les jeux aujourd'hui. Mais il n'y a aucun jeu vidéo qui est fait pour lui. Aucun jeu pour ce qui l'intéresse vraiment. Donc, si tu fais un des premiers jeux, parce que je ne sais pas qu'il en faut un seul, mais si tu fais parmi les premiers jeux qui le touchent, tu vas te retrouver en train d'imprimer ton argent. Donc là, nous, on a fait des calculs, on est en train de lever $1 million. Le jeu va rapporter 5 millions de dollars de profit selon nos estimations en 3 ans en Afrique. Et on pense même qu'il va rapporter plus. Et ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui deviennent actionnaires ont ce qu'on appelle une option préférentielle sur leurs actions qui n'est valable que dans cette phase de notre croissance. C'est-à-dire que si nous, on a une entreprise qui dépense moins de 500 000 dollars par an pour vivre et qu'on fait 5 millions de profits, je vous ai dit, l'Afrique, c'est des super marges. Ça veut donc dire que nous, on peut dire que, gars, sur les premiers big profits, on sort 2 millions de dollars en dividendes. Tu vois un peu. Et ça fait que, gars, en tant qu'investisseur, tu as déjà une sorte d'option pour te faire au moins 1,5 ou 1 point quelque chose de X sur un argent brut en dividende pur. Et ensuite,
Nous, parce qu'après, moi, je veux continuer à scale jusqu'à 60 millions d'utilisateurs en Afrique avec des jeux e-sport qui vont maintenant faire que les gens gagnent de l'argent en jouant. Ça, je sais que c'est le projet qui va alors, si le premier projet va imprimer son argent, celui-là, je ne sais même pas quel verbe utiliser. C'est-à-dire, le jour où tu vois, il va faire que les gens jouent à un jeu dans lequel ils ont mis 500 francs pour dans l'espoir de gagner 5000 et que souvent ils le font, c'est imbattable en Afrique. Et qu'en plus, ça doit être fun. Et ça, je sais créer des jeux fun avec les gars. Ça leur parle. Tu sens que c'est terroir, ces trucs. Mais cette formule-là, quand nous, on l'a fait, je sais qu'on monte à 60 millions de users, le League of Legends africain, ce que tu veux, le Fortnite africain qui va émerger, ce que tu veux. Et tu te fais 100 millions de profits par an. Là où nous, maintenant, quand on est dans cette courbe, on commence à racheter les actions des premiers investisseurs qui veulent sortir en faisant, par exemple, du 5X. Donc, c'est des options, c'est pas des promesses, mais c'est des options qu'on donne à vos actions. Et je ne pourrais pas faire cette offre à des personnes qui viendront dans les phases avancées. Parce que, ouais, devant, les gens mettront des tickets plus gros. Donc, tu ne peux pas faire du 2X de quelqu'un qui a mis 10 millions de dollars. Ça devient compliqué. Donc, on est aujourd'hui dans la partie dans laquelle, si tu investis, tu prends plus de risques, oui. Mais en cas de succès, tu te fais plus d'argent que tous les autres. Donc, vous pouvez devenir actionnaire de Kiro aujourd'hui à partir de 2000 dollars. Ou de 50 000 pour être actionnaire majoritaire. Maintenant, on est en train de signer un partenariat parce qu'on a vu que, bon, 2000 dollars, c'est un peu chaud. Mais nous, on n'a pas la logistique pour gérer les micro-investissements. On est en train de signer un partenariat avec une plateforme qui va absorber le côté légal et technologique pour nous, pour qu'on puisse ouvrir le capital à partir de 100 dollars maintenant. Donc, restez connectés. Mais vous pouvez devenir actionnaire à notre niveau directement et vous nous contactez. Je pense que Nathan peut mettre le lien. Définitivement, je ne manquerai pas de mettre toutes les informations dans la description. Ouais, je ne fais pas du jeu vidéo. Moi, mon taf, c'est de faire un jeu qui va imprimer son argent en Afrique. Et vous avez l'opportunité d'être actionnaire de ça. Bien à savoir. Merci encore pour le partage et l'opportunité d'investissement que tu présentes. D'accord. Merci. Tu vois, je sais parler aussi comme un requin, finalement. Ouais, parce que quand tu viens dire aux gens que, ouais, investissons, on va sauver l'Afrique, ils n'investissent pas. Donc maintenant, je leur dis que non, voilà, je descends au niveau parce que pour moi, c'était implicite. Hein, on va faire des dollars. Maintenant, je vous rappelle que non, on va d'abord imprimer notre argent. D'abord, en cas de succès, le plus dur, c'est le succès. Mais si on l'a, c'est de l'ordre de... Ce sera scandaleux, l'argent qu'on va faire. Ben voilà. Merci Olivier pour l'échange. J'ai beaucoup appris et je resterai voilà, à l'écoute de l'évolution des différents projets également. Merci encore pour ta disponibilité et passe une excellente soirée de ton côté. D'accord. Merci à toi aussi pour l'échange. Et vous passez une bonne soirée, toi et les auditeurs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es intéressé par des bourses d'études, j'ai fait une formation complète sur des bourses d'études dont je te laisserai le lien dans la description. D'ici là, je te laisserai également le lien vers des vidéos, des interviews que j'ai fait avec des jeunes étudiants de partout le monde bénéficiant des bourses d'études dans les 4 coins du monde. Europe, Asie, Amérique, Afrique. Et je pense que leur expérience te permettra de mieux appréhender la réalité des bourses d'études et surtout à l'étranger. Alors, je te donne rendez-vous dans ces vidéos-là. D'ici là, stay hungry, stay foolish.